Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière session des rencontres techniques de Terrinovia. Donc, au vu du contexte sanitaire actuel, nous avons décidé de transformer nos RTR, rencontres techniques régionales que certains d'entre vous connaissent, en formule digitale pour cette année. Donc, merci d'être aussi nombreux pour cette session nationale que nous avons nommée Système de culture, collaborer pour innover. Donc, avant de débuter les présentations techniques, quelques informations pratiques. Donc, la session a été enregistrée et retransmise en direct sur la chaîne YouTube de Terrinovia. Pour les personnes inscrites et connectées sous Teams, vos micros sont coupés pour éviter les parasites. Et vous avez la possibilité de poser des questions via le chat. Ces questions seront partagées en fin d'exposé pour que l'intervenant puisse y répondre. Donc, pour terminer, vous recevrez en fin de journée un mail avec une enquête de satisfaction qui nous sera utile pour nous améliorer les prochaines fois, ainsi que des liens pour télécharger les supports présentés et l'accès au replay de la session. Donc, je vais laisser la parole à Stéphane Cadou, qui est chargé d'études en agronomie et approche système, qui animera cette session et qui va vous présenter son contenu plus en détail. Stéphane. Ok. Donc, excusez-nous. Le thème de ces rencontres techniques, donc les systèmes de culture collaborer pour innover. Donc, on va vous montrer, on va vous parler de notre approche au niveau de Terrinovia et de ce qu'on travaille avec les réseaux d'agriculteurs. Et donc pour ça, nous aurons 4 présentations. Une première présentation d'introduction sur la contribution de Terrinovia, la vision de Terrinovia et la contribution de notre institut sur l'accompagnement des agriculteurs en réseau. Et on enchaînera directement ensuite sur 3 présentations avec lesquelles on va pouvoir rentrer dans le concret. Sur des exemples d'accompagnement dans 3 situations, donc avec Michael Geloun qui nous présentera les travaux du GI2E Magellan sur les sujets d'agriculture, de conservation des sols et de fertilité des sols. Gilles Sauzet nous parlera de son réseau Berry, des résultats et d'un témoignage d'un agriculteur. Et pour finir, Mathieu Abella nous présentera une vision Sud-France de l'accompagnement des agriculteurs sur les sujets colza associés et couverts d'interculture pour des systèmes plus robustes. Donc, sans attendre, je vais donc vous présenter donc, pour une introduction, introduction sur l'innovation avec les réseaux d'agriculteurs. Quelle vision, quelle contribution de Terrinovia. Alors, d'abord, quelques éléments de contexte assez rapides. Bon, on constate quand même une limite des systèmes actuels qui se traduisent par des impasses techniques en termes, par exemple, de gestion des adventices, de gestion des bioagresseurs, qui ont plusieurs origines. La résistance des bioagresseurs, les phénomènes de résistance, les retraits de molécules, et tout ça est aggravé par les aléas climatiques, surtout dans les années récentes, qui se multiplient et dont l'intensité est forte, et donc ces aléas qui accentuent les problématiques d'impasse. Et quand on dit impasse des systèmes actuels, c'est aussi qu'on constate la limite de l'optimisation en fait, des systèmes tels qu'ils sont, de l'optimisation des leviers à l'échelle culture. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a nécessité d'aller vers des systèmes qui soient plus robustes, c'est-à-dire moins sensibles à toutes ces problématiques, à tous ces aléas, et moins sensibles en mobilisant 2 piliers. Le premier, c'est la fertilité des sols, qui doit permettre d'obtenir des cultures qui sont plus robustes, plus à même de supporter la présence de bioagresseurs, de supporter des aléas climatiques. Et le deuxième pilier, les régulations biologiques, qui doivent permettre de contrôler en amont, donc de façon un peu prophylactique, les bioagresseurs.
Problème pour ça, pour effectuer cette transition, on n'a pas de recette unique adaptée à tous les contextes. C'est souvent des approches, alors pour certains aspects, on est aussi en manque de connaissances. Et puis plus globalement, toutes ces approches un peu, on va dire, agroécologiques, eh bien tous ces leviers ont des effets qui peuvent varier assez fortement d'un contexte à l'autre. C'est généralement des leviers assez contexte dépendants. Et donc, les façons de faire habituelles, de conception habituelle, montrent un peu leurs limites. Et donc, on a plutôt besoin d'une démarche d'accompagnement, c'est-à-dire d'aider les agriculteurs à évoluer chez eux. On n'a pas forcément toutes les solutions miracles à donner, donc il y a besoin de cet accompagnement pour innover localement, c'est-à-dire avec des innovations adaptées localement et surtout de façon sécurisée. Alors, quelle approche de Terrinovia? Si on se permet de caricaturer un petit peu, pour innover, on peut avoir deux types d'approches. L'approche historique, qui est l'approche qui consiste à dire la recherche et développement, c'est-à-dire Terrinovia, les instituts techniques, les instituts de recherche, conçoivent les innovations, en petites parcelles, en expérimentation, puis diffusent ces innovations par l'intermédiaire des conseillers qui diffusent aux agriculteurs et les agriculteurs mettent en œuvre. Donc certes, c'est un petit peu caricatural, mais c'est un peu une approche historique qui fonctionne bien quand on a des leviers assez simples à mettre en œuvre. Sur toutes ces approches plus globales, plus systèmes, sur les leviers agroécologiques, comme je vous le disais, on en voit les limites et donc on a besoin de basculer vers des approches d'accompagnement et de co-innovation. Dans ces approches-là, on met l'agriculteur au centre. Ça change beaucoup de choses. L'agriculteur est au centre du système. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans ce système-là? Donc, recherche et développement. Donc, on a deux actions principales dans ces démarches. La première, c'est la co-conception et le transfert des innovations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nous, pour Terrinovia, ça veut dire qu'on va travailler directement avec des agriculteurs, chez des agriculteurs dans leurs parcelles, pour concevoir avec les agriculteurs et les partenaires des innovations. Donc tester des leviers, les évaluer. Donc ça, c'est le premier travail qu'on fait. C'est un peu un changement de façon de faire au niveau de l'expérimentation, expérimenter avec et chez des agriculteurs. Et la deuxième chose qu'on va faire dans ces approches-là au niveau Terrinovia, c'est d'accompagner des agriculteurs. Alors certes, dans un nombre limité, parce que ce n'est pas notre métier premier, mais cette implication dans l'accompagnement va nous permettre justement de développer des méthodes, des outils. Et puis, bien sûr, on va s'appuyer sur les conseillers pour déployer beaucoup plus largement cette démarche. Donc voilà, les conseillers vont également faire la co-conception du transfert avec les agriculteurs et eux vont pouvoir accompagner les agriculteurs, mais dans un nombre beaucoup plus élevé pour pouvoir déployer complètement la démarche à l'échelle Ferme France, on va dire. Et les agriculteurs, je vous disais, ils sont au centre du système, c'est-à-dire qu'eux vont être acteurs de la conception des innovations dans leur exploitation et vont aussi être acteurs du transfert par les liens avec leurs pairs, avec les autres agriculteurs. Donc voilà pour la démarche en fait que l'on mobilise dans les exemples qu'on va vous montrer après dans les réseaux. Pour vous illustrer avec un tout petit peu plus de détails ces implications de Terrinovia dans cette démarche d'accompagnement, donc je vous disais le premier point, la première application qu'on a, c'est la co-innovation, c'est-à-dire la mise au point des innovations avec les agriculteurs. Eh bien, l'exemple emblématique, c'est les colzas associés, la technique des colzas associés qui a été mise au point avec les agriculteurs du réseau Berry. Et donc ici, on voit une photo qui est prise chez un des agriculteurs pionniers du réseau, chez Jacques Charlot, au niveau de cette technique. Et puis du coup, donc on acquiert des références directement chez les agriculteurs qui mettent au point ces innovations, et on valorise, on formalise et on diffuse en fait toutes ces connaissances acquises chez les agriculteurs au travers de points techniques, par exemple le point technique colza associé, le point technique réussir son implantation, qui sont disponibles sur le site Terrinovia.
et très bientôt disponible, Michael nous en parlera, le guide Magellan sur le semi-direct sous couvert, qui valorise complètement les données acquises chez les agriculteurs directement. La deuxième application que l'on a donc sur le déploiement des approches d'accompagnement, et là on y contribue au travers de 2 points. Le premier point, c'est la mise au point d'outils d'accompagnement, qui sont plutôt des outils d'aide à la réflexion pour aider les agriculteurs et les conseillers à comprendre ce qu'ils observent dans les parcelles et à trouver les techniques adaptées à leur situation. Je ne développe pas, je n'ai pas le temps d'en dire plus sur ce point-là. Mais en tout cas, on contribue activement à développer ces outils-là, notamment on pilote un projet qui s'appelle un projet outillage, on met au point ces outils. Et le dernier point, donc sur ces aspects de déploiement, on développe là très récemment un service que l'on appelle Cap Agronomie. En fait, on valorise un peu toute cette expertise, toute cette expérience au niveau de Terrinovia d'accompagnement des agriculteurs et de mise au point des outils pour proposer un service aux conseillers, qui est un service de formation des conseillers à la démarche d'accompagnement et surtout un service où on va outiller les conseillers et on va les accompagner pour déployer cette démarche. Et donc, par exemple, on a développé une application qui intègre ce service, qui va permettre d'évaluer, de mettre en réseau les agriculteurs et les conseillers, d'évaluer la réussite de ce qui est observé au terrain. Donc, Mathieu reviendra sur ce service Cap Agronomie en toute fin de webinaire. Et donc, pour terminer et laisser la parole à mes trois collègues régionaux, donc, Terrinovia est impliqué dans plusieurs réseaux d'agriculteurs, soit directement en animant ces réseaux, soit en participant à des réseaux animés par des partenaires. Et donc aujourd'hui, on aura des présentations donc de Michael sur les GI2E Magellan en Bourgogne, de Gilles Sauzet sur le réseau Cypre-Berry, et Mathieu nous parlera s'appuiera sur 3 réseaux du sud France. Donc le réseau Cypre-Lauragais, le réseau Colza associé, qui sont pilotés par Mathieu. Et il va présenter aussi quelques éléments et résultats acquis en partenariat avec un réseau qui est piloté, animé par l'Union des CETA Agrodoc et le groupe Girasol notamment. Donc voilà, je vais passer tout de suite la parole. On ne va pas prendre de temps de questions par rapport à cette introduction, pour laisser vraiment un maximum de temps à la présentation des réseaux par les collègues, mais vous pouvez en poser sur le chat, j'y répondrai volontiers. Donc voilà, je passe la parole du coup à mes collègues. C'est bon, Michael, tu ouvres ton micro et ça ira bien. Hop là, c'est bon. Bonjour à tous. J'ai perdu ton... Il faut que tu repartages. Ah voilà. C'est bon? C'est bon. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc, la partie donc, système de culture collaborer pour innover, avec un focus donc, sur l'agriculture de conservation et la fertilité des sols. Donc, je vais surtout vous faire la présentation finalement des travaux qu'on a mis en œuvre avec le GI2E Magellan. Donc, c'est un groupe qui a été créé en 2015. Donc, il se compose aujourd'hui d'une quarantaine d'agriculteurs, donc avec une majorité de polyculteurs éleveurs et de céréaliers. L'objectif, en fait, c'est de maîtriser les semi-directs sous couvert et notamment couvert permanent. En fait, les agriculteurs ont fait plusieurs constats, notamment le premier, c'est qu'ils observaient des plafonnements de rendement dans leurs parcelles, et puis avec des historiques aussi en technique culturale simplifiée, et donc aussi des observations de besoins en mécanisation qui étaient de plus en plus importants aussi. Ils cherchaient aussi des systèmes qui étaient beaucoup plus résilients face aux impasses techniques, notamment à la gestion des insectes, et puis aussi aux aléas climatiques, avec notamment les étés secs qu'on pouvait observer. Et puis on est aussi sur des situations avec des zones à enjeux environnementaux, notamment des bassins d'alimentation de captage. Et c'est vrai que l'objectif du groupe derrière était de retrouver de la rentabilité par l'agronomie et la fertilité des sols.
Alors j'ai dit le but du webinaire s'intitule en fait collaborer pour innover, et c'est vrai que ça tombe bien parce que finalement le groupe base une grosse partie de son activité sur l'échange collectif avec plusieurs temps forts. Donc le premier, les ateliers co-conception. En fait, on réunit les agriculteurs en salle, donc à des périodes assez favorables quand même pour vraiment se mettre un peu en mode projet. Donc c'est plutôt sur les phases d'hiver ou plutôt fin de campagne. L'objectif est vraiment de réunir des agriculteurs chez un autre agriculteur et plutôt de les mettre en position de conseiller pour imaginer des nouveaux systèmes. Ensuite, on a les tours de plaine qui eux servent plutôt, vous avez ici, plutôt en fait à mettre à l'épreuve du terrain les systèmes qu'on a imaginés en atelier co-conception et d'avoir un retour aussi du groupe sur ce que l'agriculteur a pu mettre en place sur ses parcelles. Et puis pour alimenter ces tours de plaine et ces ateliers de co-conception, on met en place aussi pas mal d'expérimentations chez les agriculteurs. L'objectif est vraiment de faire de la acquisition de références pour justement arriver à avoir de la référence sur ces conduites un petit peu plus innovantes et pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas beaucoup de références. Quand on a commencé en 2015 à travailler sur les systèmes sous couvert, on a créé le groupe m'a dit est-ce qu'on peut monter un groupe sur le SMIC sous couvert? Donc je leur ai dit pas de problème, sauf que j'y connais rien. Ils m'ont dit ça tombe bien, nous non plus. Et puis en fait on a avancé un peu tous comme ça en faisant de la référence chez les agriculteurs et puis en échangeant sur les résultats. Donc on a commencé comme pour beaucoup à observer le sol, donc on faisait des profils 3D, des tests bêches. L'idée c'est vraiment de regarder un petit peu au niveau structure du sol, voir comment ça pouvait bouger. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de profils. Les agriculteurs, ce qui est intéressant justement, ils ont aussi mis la main à la pâte et puis ils observent aussi de plus en plus leur sol. On a mis en place différents mode d'apprentissage aussi avec eux pour qu'ils puissent maîtriser à la fois le profil 3D qui est intéressant quand on fait des animations collectives ou les tests bêches qui sont aussi intéressants pour regarder un peu plus finement aussi à l'échelle de la parcelle. Et en fait, on se rend compte que finalement, ces observations-là, c'est aussi intéressant de les faire en dehors de la parcelle pour voir un petit peu les marges de progrès qu'on peut avoir. Ça, c'est la petite manip qu'on fait aussi de temps en temps en tour de plaine, c'est qu'on prend une motte dans la parcelle et prend une motte dans l'accotement, donc dans la bande enherbée à côté. Alors, il y a un ver de terre ici, mais il aurait pu en avoir un là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, on a une couleur et une structure de sol qui est totalement différent, et ça montre aussi l'intérêt d'avoir de la matière organique dans les parcelles. Et c'est vrai que du coup, on s'est beaucoup focalisé là-dessus en se disant finalement comment aussi on peut intégrer cette matière organique, sachant qu'aujourd'hui c'est vraiment la matière organique est vraiment au cœur du système, au cœur de la fertilité des sols, avec différents types, avec des besoins dans différents types de matières organiques, des matières organiques fraîches, de matières organiques plus stables, plus labiles. Et en fait, on se rend compte que pendant toute cette phase d'évolution, on a une grosse importance aussi des champignons et des bactéries, pour ne pas avoir uniquement un rôle des matières organiques uniquement sur la structure, mais aussi dans l'alimentation des cultures. Et en fait, on se rend compte qu'il faut qu'on puisse justement apporter du carbone et de l'azote. Et ce qu'on voit justement, c'est qu'au niveau du groupe, on a essayé justement d'avoir différents types de matières organiques pour pouvoir justement avoir une alimentation beaucoup plus diversifiée et beaucoup plus intéressante pour nous au niveau du fonctionnement des micro-organismes, avec donc restitution de résidus végétaux, des composts, des fumiers, mais également donc, de la paille. Et puis, la question qui se posait aussi, c'était l'introduction de couverts végétaux, qui nous paraissait aussi très intéressant pour soutenir l'activité des micro-organismes. Et c'est vrai qu'avec les étés de plus en plus secs, finalement, on se rend compte qu'on a de plus en plus de mal, notamment dans les zones intermédiaires, à réussir ces implantations d'été. Et donc, du coup, avec le groupe, on s'est réunis, puis en fait, on s'est dit peut-être qu'il faudrait arriver à ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, arriver à diversifier les époques de semis découverts. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui ces différentes modes d'implantation des couverts. Donc, première partie, donc les cols associés. Deuxième chose, donc les couverts permanents de légumineuses. Ensuite, l'utilisation de couverts annuels. Et puis, en quatrième point, donc les semis à la volée, donc qu'on essaie de travailler déjà depuis 2 ans. Donc, première chose, c'est déjà pour mettre en place ces différents couverts, ces différents mélanges de couverts. En fait, on a commencé avec le groupe en disant, finalement, on a fait une réunion, un déco-conception, puis on s'est dit finalement, de quoi on parle? On parle en kilos, on parle et finalement, il faudrait parler en grains, en plantes par mètre carré. Et en fait, c'était très compliqué aussi à faire la correspondance, que des fois, on dit, tiens, je vais semer 3 kilos de radis, 60 kg d'avoine. En fait, on ne sait pas trop à quoi ça correspond en termes de couverture du sol et en termes d'efficacité. Donc, on a commencé par réfléchir à ce qu'il nous faudrait pour pouvoir être efficace dans sa constitution
constitution de couverts, et ça, on a commencé à développer un tableur Excel donc, qui permettait d'accompagner la création de ces mélanges de couverts, annuels ou permanents, et depuis cette année, qui permet aussi d'accompagner la création de couverts, en tout cas d'associations de colza avec des légumineuses, voire aussi des non-légumineuses. Donc ça se présente sur des petites feuilles Excel comme ça qu'on peut faire succéder. Donc vous rentrez ici vos différents couverts, ils vous donnent donc des quantités on va dire définies par des doses pures, des doses conseillées lorsqu'elles sont en mélange. Donc en fait vous avez votre dose pure divisée par le nombre d'espèces, et puis vous avez aussi la possibilité de pouvoir aussi jouer sur le nombre que vous voulez faire évoluer. Si le mélange vous dit il faudrait faire 7 kg, puis vous dites finalement je pourrais faire 7, j'ai envie de faire 6 kg, en fait vous pouvez le rechanger et vous avez tous les différents paramètres qui changent, notamment ici le nombre de pieds par mètre carré. Et l'objectif, on essaie, en tout cas en interculture, c'est d'avoir un minimum 250-300 pieds par mètre carré pour vraiment avoir une belle couverture du sol. Donc l'idée de cette application-là, c'est qu'elle permet justement de voir aussi l'intérêt des couverts en fonction du système de culture, la répartition des espèces, le coût aussi, parce que c'est important, et puis aussi quelques informations sur la qualité d'implantation et notamment les profondeurs d'enracinement, de semis, pardon. Et premier point, donc première façon d'intégrer les couverts dans le système, donc c'était les colzas associés. Donc je ne vais pas trop détailler parce que Gilles et Mathieu vous en parleront après. Juste ici pour faire un petit focus sur un essai qu'on avait mis en place l'année dernière avec le groupe où on avait 17 couverts associés avec le colza. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a donc aussi un rôle sur les insectes. Hein, vous voyez ici où on a des colzas peu développés à moins de 45 grammes à l'entrée de l'hiver et des plantes compagnes à moins de 200 grammes. On avait au mois de février quasiment 16 larves par plante. Et sur des situations où on avait des colzas dynamique, donc qui avait poussé sur tout l'automne et qui était à plus de 45 grammes, et des plantes compagnes à plus de 200 grammes, on est arrivé ici à quasiment 5 larves par plante, ce qui était le seuil de nuisibilité. Donc finalement, dans ces situations-là, on avait réussi à éviter le traitement insecticide, et c'était une plateforme justement où on avait un engrais foliaire, un passage de kerbe, et on avait 0 insecticide. Pour essayer de vulgariser aussi cette introduction de couvert avec les colzas, on a décidé aussi en collectif de se doter d'un couvert spécifique, donc qui soit adapté aussi au contexte des agriculteurs. Donc on a refait un atelier de conception, puis on s'est dit finalement, avec les étés secs, on n'a plus forcément besoin de grosses graines. Pour ça que si la févrole, elle est entre parenthèses, c'est vraiment, voilà, quand on sait qu'il y aura des gros coups d'eau, on peut implanter de la févrole. On se base aujourd'hui beaucoup sur des mélanges de petites graines, donc des lentilles, des fenugrec, des trèves d'Alexandrie et du lin. Alors l'intérêt aussi de ces petites graines, c'est qu'en fait elles ont des PMG plus petits, donc on aura besoin de beaucoup moins d'eau aussi pour les faire germer. Puis l'intérêt aussi, c'est que finalement on peut les mélanger avec le colza, ce qui est que finalement ça solutionne aussi le problème de semis avec des semoirs qui n'auraient pas forcément plusieurs cuves. Deuxième chose aussi, donc c'est l'introduction de couverts d'interculture. Donc c'est le premier couvert qu'on essaie de mettre en place quand on part en semis direct sous couvert. Donc on nous dit qu'il faut partir le plus tôt possible après la moisson. On sait qu'on se rend compte qu'au bout déjà de la 3e journée après la récolte, c'est beaucoup plus compliqué quand même de pouvoir réussir l'implantation, parce que vraiment on a un sol qui se dessèche beaucoup plus rapidement. Donc on s'est mis en place un couvert aussi avec le groupe, donc on a refait un atelier, puis on s'est dit finalement voilà, quels sont les objectifs qu'on essaye d'atteindre avec ces couverts d'interculture. Donc on s'est fait un mélange qu'on appelait donc Magellan optique, qui permet à la fois de s'adapter au contexte de nos types de sols et puis aussi avoir un coût qui soit maîtrisé aussi derrière. Donc c'est un couvert qui se compose du Niger, du radis chinois, de la moutarde d'Abyssinie, d'un trève d'Alexandrie et d'une facélie. Alors c'est que l'intérêt de la facélie notamment, c'est l'intérêt remobilisation des éléments. On sait que c'est un très bon remobilisateur notamment de potasse dans le sol, ça fait beaucoup de biomasse aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est sur une famille botanique qui est différente, donc ça permet aussi de casser le cycle des maladies et puis de certaines adventices aussi. Le trève d'Alexandrie, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut produire de la biomasse et produire de l'azote en un temps relativement court, comme il a une croissance assez rapide. Le moutarde d'Abyssinie, c'est surtout pour l'effet structure, hein, c'est pour ceux qui connaissent, c'est un système racinaire qui est très intéressant, notamment quand on part dans des systèmes avec implantation, avec travail du sol simplifié, voire semi-direct. Le radis chinois, donc qui peut avoir un effet structure, mais uniquement dans les bonnes structures, c'est qu'on le met surtout nous pour la partie gestion des adventices. On a observé un petit effet, alors à l'allopathique c'est vite dit, mais on se rend compte que quand le radis chinois pousse finalement autour de la racine, on arrive à limiter la présence des adventices. Et puis on a rajouté aussi le Niger pour l'effet biomasse, sa croissance rapide et aussi son caractère gélif. Et pour montrer aussi le caractère aussi, l'intérêt de travail des agriculteurs et cette collaboration, c'est que dans le premier mélange qu'on avait mis en œuvre, on était parti sur un sorgho.
Et c'est vrai que comme beaucoup de polyculteurs éleveurs, on s'est dit finalement sur l'été, si on a des problèmes de fourrage, on peut aussi faire pâturer les couverts. Le problème, c'est que quand il fait sec, le sorgho ne se développe pas. Et donc finalement, on sait que le sorgho, quand il fait moins de 60 cm, c'est un peu compliqué de faire pâturer. Donc du coup, on a refait une session de travail pour faire un petit peu un retour d'expérience sur ce premier mélange. Et on s'est dit, finalement, il faut qu'on change. Et on a enlevé le sorgho et on l'a remplacé par le Niger. Malgré tout, on a quand même des conditions d'été qui sont de plus en plus difficiles. Donc, pour sécuriser l'implantation de ces couverts, avec les températures qui sont souvent très chaudes, qui sont souvent un facteur limitant, pas uniquement la sécheresse, mais les températures chaudes sont aussi un gros frein au développement de ces couverts. Donc, on a essayé de rechercher d'autres modes d'implantation des couverts, avec notamment, pour les intercultures longues, la mise en œuvre au mois d'octobre-novembre d'un couvert relais. Donc en fait, c'est un couvert qui va venir à la suite du couvert d'été. Donc l'idée, c'est de ne pas laisser venir ce couvert d'été trop avancé en termes de stade. On sait que plus ils seront avancés, plus ils auront un C sur N qui sera élevé et plus potentiellement ils peuvent aussi être préjudiciables à la culture suivante. Et puis le risque aussi, c'est d'arriver à avoir des couverts ou des adventices au pied qui arrivent au stade grenaison et qui vont augmenter encore le stock de semences. Donc ce n'était pas forcément l'objectif. Donc pour des couverts, des intercultures longues, on introduit de plus en plus dans des couverts hivernales composés donc de graminées et de légumineuses. Vous avez votre couvert estival qui peut être fait ou non en fonction des conditions climatiques et des conditions d'implantation. Puis après, derrière, on refait un couvert hivernal avec des associations graminées plus légumineuses. Le but, c'est de maintenir de la fertilité du sol sur la fin d'année. C'est une période où d'habitude, il y a quand même assez peu de plantes qui soient vraiment très présentes et très poussantes. En tout cas, qui soient présentes et qui permettent de maintenir cette fertilité, et puis de limiter aussi le salissement des parcelles par la présence d'une couverture en début d'année. On s'est rendu compte que pour des implantations plutôt d'été, c'est souvent la période fin janvier, début mars qui sont problématiques, et on observe des salissements de parcelles. Donc on essaye d'avoir des couvertures de sol à ce moment-là pour essayer de limiter au maximum les levées d'adventices. Et puis on commence aussi de plus en plus à, alors ça c'était suite aussi de réflexion d'agriculteurs, d'introduire des couverts d'hiver tardifs, donc notamment des seigles ou des vestes très tardives, en même temps que le couvert estival, en se disant on fait un seul semis, parce que là, dans ce cas-là, on a deux semis qui succèdent. Donc dans un souci d'économie, on a essayé d'introduire des couverts tardifs, donc des seigles et puis des vestes, en même temps que le couvert estival. On broie fin octobre, début novembre, pour finalement le couvert d'hiver puisse être mis à jour, et puis se prendre le relais derrière pour continuer à couvrir le sol sur la fin d'année et le début d'année suivante. Troisième aussi mode d'implantation, donc c'est le semis à la volée avant la moisson. Alors l'objectif ici, c'était de se dire finalement, des fois quand on est à la moisson, on voit qu'on a des plantes qui sont reparties, qu'on passe avec la batteuse, on voit des plantes dans la végétation, on se dit finalement on a peut-être déjà loupé un créneau de semis découvert. Donc l'idée c'était de se dire, on essaie de semer donc avant la moisson pour profiter justement de ces pluies, et puis aussi c'est une période. Alors, il n'y a jamais vraiment de temps creuse dans l'agriculture, mais c'est quand même une période où on a un peu plus le temps de pouvoir passer avec des outils pour semer les couverts. Par contre, il se posait quand même la question du matériel utilisable. Donc, on voulait quand même utiliser un matériel qui était disponible sur l'exploitation. Alors, le but, c'était quand même de limiter les investissements. On voit aujourd'hui des matériels avec des limbes montées sur des pulvées ou sur des rampes, et c'est vrai que ça fait quand même des coûts supplémentaires. Et puis, on voulait aussi s'adapter par rapport à la largeur de travail. Parce qu'on pourrait passer avec des DP12, ça fait quand on est sur des largeurs de 28, 36 mètres, ça fait passer avant la moisson avec des passages de traitement qui n'étaient pas forcément judicieux. Donc, on a cherché une méthodologie pour pouvoir utiliser un épandeur à engrais, en se disant finalement, l'épandeur à engrais, tout le monde en a un quasiment sur son exploitation. Et puis, ça permet de pouvoir faire des grandes surfaces en un minimum de temps. Du coup, avec les agriculteurs, en fait, on s'est réunis un matin, donc au mois d'avril en 2018, et puis en fait on s'était dit voilà, en fait il faut qu'on arrive à coller des petites graines sur des grosses graines pour qu'on puisse les épandre avec l'épandeur à engrais. Donc on s'est dit finalement chacun vient avec ce qu'il pense être intéressant pour coller ces petites graines, ces grosses graines. Et en fait on a commencé comme ça en faisant ici des petites expériences, ça marche, des fois ça marche pas. Au démarrage il n'y a pas grand chose qui marchait, pour être honnête, et puis en fait à force de tâtonner, on est arrivé du coup sur un mélange où on prend en fait le poids protagineux en support, donc pour faire le côté balistique pour pouvoir être envoyé avec le distributeur à engrais. On collait donc notre mélange de petites graines, le couvert magéant que je vous ai montré tout à l'heure, et puis après on fait coller avec deux cols, un sirop de glucose et une mélasse, qui
permettait justement de bien enrober les graines. Et puis en fait, quand on fait ces mélanges-là, en fait, il faut toujours avoir une ou deux colles et un asséchant pour individualiser les poids. Sinon, en fait, tout s'agglomère et on n'arrive pas à le lancer avec le distributeur. Donc du coup, on a rajouté de la farine, mais ça pourrait être autre chose aussi. Donc du coup, on a réussi à faire ce mélange-là et ça vous donne ici, c'est le résultat ici, c'est que vous avez les graines de pois, vous voyez, qui sont enrobées ici avec la mélasse et puis les graines de notre couvert Magellan qui sont collées dessus. Et donc chaque graine ici est individualisée, puis en fait, on le passait comme ça dans le distributeur. Alors, c'est une solution intéressante au démarrage. Par contre, il faut quand même être sûr d'avoir de la pluie derrière. C'est qu'il faudrait minimum avoir 20-25 mm en fonction des types de sols. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même un fort impact du climat sur le résultat. L'idéal, ce serait d'avoir à la moisson des couverts qui ont été semés à la volée comme ça au mois d'avril, mai ou tout début juin et qui fassent au moins 5-6 cm de racines pour vraiment être dans le frais au moment où vous allez attaquer la récolte. Sinon, on risquait d'avoir des plantes qui vont se dessécher très rapidement. Donc on a fait pas mal de sites dessus avec des réussites et surtout beaucoup d'échecs. Et on se rend compte que quand on travaille avec des agriculteurs aussi, on apprend aussi beaucoup des échecs. Alors il faut les faire sur des petites surfaces, mais en fait on apprend aussi beaucoup dessus et on analyse un peu ce qui ne va pas et on arrive à remobiliser après des ressources derrière. Quatrième mode d'implantation aussi, c'est le semis sous couvert permanent. Donc c'est quelque chose qu'on a travaillé déjà depuis 2014 avec les membres du groupe. On a des situations où on a quand même pas mal de recul sur cette technique-là. L'objectif, en fait, c'est d'arriver à avoir un couvert de légumineuses qui va rester en place pendant plusieurs années. Alors, on dit couvert permanent, en fait, c'est pas forcément permanent, parce que l'idée, c'est de garder minimum, maximum, on va dire 3 ans. L'idée, c'est de l'implanter donc avec un couvert, sous un colza, classiquement aujourd'hui. Donc, vous voyez ici une racine de lotier qui a 18 mois, donc ça montre aussi l'intérêt qu'on peut avoir de ces couverts-là, avec notamment le côté exploration du sol, remobilisation des éléments, capacité à maintenir la structure aussi. Et c'est vrai que ces couverts-là, en fait, on essaie d'avoir plusieurs objectifs. Alors là, vous avez ici sur une parcelle de couverts de lotier. Donc en fait, le lotier avait été implanté avec le colza. Et là, on est sur l'interculture entre le colza et le blé, donc qui a été implanté cet automne. Donc le but, c'est d'avoir une amélioration de la portance du sol. Avec les conditions très humides qu'on a eues cet automne, ces parcelles-là, il pouvait tomber 50 ou 80 mm. Le lendemain, on pouvait passer dans la parcelle et être prêt à semer. C'est qu'on avait une très forte capacité de ressuyage avec une amélioration de l'infiltration de l'eau. On a aussi un stockage de carbone, parce qu'en fait, les racines travaillent aussi tout le temps. Elles sont là, vous voyez ici, les racines qui descendent. Un lotier, il faut savoir que sans obstacle à l'enracinement, il peut, comme une luzerne, descendre quasiment jusqu'à 2 mètres. Donc, c'est quand même des racines qui sont quand même assez importantes. Et puis, on voit aussi un rôle de la couverture du sol sur la gestion des adventices et la lutte aussi contre l'érosion. On voit bien qu'une parcelle qui sera couverte tout le temps comme ça, on aura moins d'impact aussi de l'eau qui va tomber sur le sol. Et c'est aussi une situation un constat qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on n'a pas besoin dans un premier temps, notamment quand on parle fertilité des sols, d'avoir des gros couverts. C'est que quand on ramène des gros couverts, ça fait beaucoup de biomasse à ramener. Quand on est sur des sols qui, à l'origine, n'ont pas eu non plus l'habitude, on va dire, de digérer des grosses quantités de matière végétale, finalement, on peut avoir des fortes pénalisations des cultures suivantes. On est plutôt parti, dans un premier temps, où on se dit, on essaie d'introduire des couverts qui ont une bonne couverture du sol pour limiter la gestion limiter les adventices, et puis surtout avoir un cessuran relativement faible pour que finalement on n'ait pas à augmenter la dose d'azote, d'un fois dans un côté économique et puis aussi un côté environnemental, et pour que ça permette aussi de favoriser le redémarrage de la vie du sol. Et après, une fois qu'on aura vu que le système tourne bien, on pourra peut-être intégrer des couverts un petit peu plus développés qui permettront justement d'être mieux digérés par le sol. Donc en fait, oui. Excuse-moi, il te reste 4 minutes en gros. D'accord, c'est bon, c'est bon, j'ai fini quasiment. Donc atelier éco-conception, donc on a commencé à faire des ateliers pour créer ces nouveaux systèmes, donc avec des ateliers post-it pour ceux qui connaissent, et puis dans le fil de discussion aussi, on a un Viber qui permet aussi de prolonger les discussions entre les ateliers, puis poser aussi ces questions. Donc vous voyez, ce système de couvert, en fait, il permet justement d'avoir une couverture de sol depuis le premier colza avec l'implantation. Le couvert se développe tranquillement en dessous. Il est présent ici au printemps. Il ressort en début juin, une fois qu'on a plus de lumière dans la végétation. Une fois qu'on récolte le colza, le couvert il explose, on sème en direct dedans. Et puis après, l'idée, c'est de maintenir ce couvert
avec à la fois la biomasse de la culture et aussi l'utilisation d'herbicides. Et c'est vrai que cette couverture du sol est très importante, hein. Ça, c'est un suivi d'essai qu'on a fait depuis 2015 à 2020. Et on voit que finalement, sur la couverture du sol à la maîtrise des adventices, le couvert n'a quasiment pas d'impact jusqu'à 50% de couverture. Et puis en fait, après 50%, plus on aura de couvert, plus on va maîtriser les adventices. Et jusqu'à un optimum ici qui serait autour de 80-85% de couverture. Vous avez ici un colza sans couvert permanent, on a beaucoup de repousse. Et ici, un colza avec un couvert de lotier. Et vous voyez, le lotier a tellement été présent avant que finalement, il a inhibé aussi la présence du colza. Alors, je m'en tirais, il y a quelques pieds de colza qui traînent par-ci par-là, mais il y a quand même son rôle d'étouffement. C'est vrai qu'on parle là du colza, mais c'est vrai aussi dans des parcelles avec du vulpin ou autre type d'adventice. Et ça a aussi une synergie très intéressante avec l'élevage. Je l'ai dit tout à l'heure, 60% de polyculteurs éleveurs dans le groupe. En fait, on peut aussi faire pâturer les couverts en interculture avec un effet économie. C'est que l'agriculteur me disait qu'il a quasiment économisé 100 € de l'hectare en aliments. Il y a moins d'intervention aussi pour l'entretien, c'est qu'il n'y a pas de broyage, hein, c'est fait par les animaux. Et puis aussi, avec les matières organiques que vont relarguer aussi les animaux, on arrive encore à avoir un enrichissement en matière organique. Donc c'est vraiment dans ces systèmes-là, on arrive à maximiser l'effet de la couverture permanente. Et puis, on a aussi un effet sur la structure du sol. Vous voyez ici, hein, sur un sol travaillé, on voit surtout l'effet superficiel des passages d'outils. On a des fois des prises en masse en profondeur, notamment ici sur un limon argileux. Et on voit ici sur un semi-direct de 4 ans l'effet des racines qui viennent aussi pour restructurer un petit peu le sol. Vous voyez ici, sur un couvert permanent d'1 an et demi de lotier, on a quasiment le même effet qu'un semi-direct de couvert, on va dire plus ou moins réussi, parce que c'est vrai qu'on était entre 1 et 3 tonnes de matière sèche, donc c'est pas exceptionnel non plus. Mais ce qu'on voit, c'est que dans ces situations-là, le couvert permanent permet quasiment de gagner deux fois de temps par rapport à un semi-direct avec des couverts annuels. Donc juste pour terminer en conclusion, c'est que c'est des conduites qui sont quand même assez techniques, mais qui sont quand même très enrichissantes aussi pour les agriculteurs, que ça permet aussi de refaire beaucoup de références et de se réapproprier aussi la technique sur leur exploitation. Donc tout à l'heure j'ai parlé de la maîtrise des couverts permanents, et c'est vrai qu'une des premières problématiques, c'est comment j'arrive à gérer ce couvert-là. Donc on n'a pas eu trop le temps de l'aborder là, mais ceux qui s'intéressent, on a mis en place 3 webinaires, donc avec notamment l'Association française d'agroforesterie, que je remercie. Donc vous avez 2 webinaires disponibles et une autre aussi avec l'association Greenotech en Belgique, qui nous avait aussi invités à leur assemblée générale et pour lequel la conduite aussi est disponible en replay sur Internet. On a une page Facebook aussi où on met en place tout, on communique tout sur les photos, les résultats. On a mis en place aussi un tableau de bord sur la gestion des graminées en semi-direct sous couvert. C'est vraiment une question importante, hein, cette gestion des graminées, avec en ligne de mire derrière la réduction ou la suppression du glyphosate. Et puis ceux qui s'intéressent, donc Stéphane en a parlé tout à l'heure, on va avoir l'édition papier disponible du guide de Magellan qu'on avait développé en première version en 2016. Donc là, on a tout réactualisé, rajouté des couverts, on a remis à jour les références, notamment sur la gestion de la régulation, sur la mise en place des implantations des couverts. Donc il sera disponible en début 2021 en édition papier. Voilà, je vous remercie pour votre attention, puis s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci Michael. Effectivement, il y a pas mal de questions sur les 3 sujets, pardon. Alors, on va commencer par des questions sur les couverts d'interculture. Une première, est-ce qu'il n'y a pas un risque accru de sclérotinia avec la Facelie en couvert dans une rotation avec colza? On n'a jamais trop vu pour l'instant. Après, c'est plutôt les crucifères à éviter ou même certaines légumineuses qui pourraient être relais. Après, la Facelie, on est quand même sur une famille botanique différente, un hydrophilacée, donc potentiellement, il y a peut-être moins de risques que d'autres espèces à mettre en couvert et on ne l'a jamais trop vu non plus. Hein, donc, ok, donc effectivement, risque limité en tout cas sur ce bioagresseur-là. Une demande, une question là sur la réussite de différentes espèces de couverts en interculture. Donc cette année, sur des suivis de couverts en interculture courte, le trèfle d'Alexandrie a mis beaucoup de temps à se développer. Il y avait plus de moutarde et de Facelie. À quoi ça peut être dû? Alors, les couverts, il y a 2 choses. Hein, c'est qu'il y a aussi... on n'a pas peur de la température de l'eau, mais il y a aussi un autre effet, c'est les effets résidus aussi d'herbicides qu'on peut appliquer avant. Et c'est qu'on a vu dans les essais,
des agriculteurs qui des fois font des rattrapages de sulfo au printemps pour justement gérer un peu les chardons ou quelques adventices. Et en fait, derrière, ils implantent les couverts sur toute la parcelle. Et en fait, on voit des fois des zones un petit peu plus développées ou moins développées. Et il y a aussi un gros effet de ces résidus-là. Après, il y a aussi un effet sans doute de la température élevée qui a peut-être aussi pénalisé le développement du trèfle d'Alexandrie. Et il y a aussi peut-être aussi la profondeur de semis qui a peut-être aussi pénalisé. C'est qu'on est quand même sur des trèfles d'Alexandrie, des graines quand même assez petites. Et on sait que quand on les met en profondeur aussi, ça a un peu moins d'énergie aussi pour redémarrer. Autant une crucifère, ça peut se débrouiller quand on le sème à 3-4 cm. Un trèfle d'Alexandrie, l'idéal, ce serait 1 cm, 1,5 cm maximum. Il ne faut pas aller trop creux, surtout quand on a des conditions très sèches et très chaudes. Ok. Une question très pratique sur l'accès à Acacia. Donc, une personne a essayé de télécharger via la page Facebook, mais le lien de téléchargement ne fonctionne plus. Comment faire pour récupérer le fichier? Faut refaire une demande sur la page Facebook et puis je vous remets un lien vers le Google Drive. En fait, je le fais pour certains. C'est que le problème, c'est qu'on passe par WeTransfer, c'est qu'on est sur des liens temporaires. Après, ceux qui s'intéressent, vous pouvez, c'est plutôt sur le site du GI2E. Vous tapez sur Google GI2E Magellan, vous allez sur un site hébergé par Wix et puis vous avez directement accès au tableur Acacia en téléchargement. Ok, alors une demande de précision, peut-être que tu pourras la remettre sur la diapo 11. Les résultats qui étaient présentés sur diapo 11, donc j'imagine que c'est les larves dans les colzas. La question, c'était de savoir, est-ce que c'est sur un seul site ou est-ce que c'est sur un seul site, plusieurs situations? Voilà. C'est sur un site, parce qu'en fait, on avait fait sur un site 17 couverts différents, et du coup, on avait regardé sur ces répartitions sur les différents types de couverts, ce qui permettait d'avoir justement des plants de campagne développés et d'autres moins développés en fonction des espèces. Et on a vu que dans les situations, parce qu'on avait plusieurs dates de semis, plusieurs types de couverts. Et voilà, c'était la question, en fait. Qu'est-ce qui explique de tels écarts? C'est le choix des couverts aussi, c'est qu'il y a des couverts qui permettent aussi d'avoir des biomasses rapidement et d'autres des couverts qui permettent d'avoir des biomasses mais beaucoup plus lentement. Et notamment tout ce qui est les couverts à base de lentilles, de fenugrec, le Niger, c'est assez intéressant pour faire de la biomasse, notamment en plus on est sur des petites graines. Par contre, ce qu'on voit, ça rejoint un peu la question tout à l'heure sur le trèfle d'Alexandrie, c'est que ces biomasses-là, on les a aussi pour des implantations, on va dire des profondeurs correctes pour la graine. C'est qu'il ne faut pas non plus chercher à planter trop profondément ces couverts-là. C'est des fois on se dit quand il fait sec, c'est pas gênant de semer du colza à 4-5 cm, elle va se débrouiller. Par contre, les plants de campagne, surtout quand on est sur des petites graines, plus on va les mettre aussi en profondeur, plus auront du mal aussi à démarrer. Et forcément, derrière, on va pénaliser le démarrage, la croissance de la plante de campagne. Et derrière, si on n'arrive pas à avoir les 200 grammes, c'est compliqué. Ok. Alors, une question sur un sujet un petit peu différent, sur la structure du sol. Est-ce qu'il n'y a pas de reprise en masse naturelle du sol en couvert permanent de 3 ans, malgré les racines du lotier, avec l'expérience en Champagne où il y a observation de reprise en masse dans les luzernes? Sur les 6 ans, on suit ça sur des parcelles donc, de limon battant. Aujourd'hui, alors, j'ai moins de problèmes, j'ai moins de présence de luzerne dans les limons battants, c'est quand même plutôt soit des trèfles d'Alexandrie, soit des trèfles violets, soit des lotiers. Et dans ces situations-là, je n'ai pas observé de reprise en masse, non. Après, de toute façon, chaque type de sol, il faut contextualiser aussi. Après, là, je vois dans l'expérience qu'on a dans le GI2E, pour l'instant, on n'a pas forcément vu de reprise en masse. Après, il y a aussi l'ancienneté du couvert, c'est qu'à un moment donné, je vous disais tout à l'heure, quand on sème les couverts, par exemple, quand on sème 10 kg de luzerne, vous semez 500-600 pieds de luzerne au mètre carré. Forcément, tous les ans, il y avait un petit peu de perte. Et au bout de la 3e année, on va récupérer que 50 à 150 pieds de luzerne au mètre carré, voire même des fois moins. Donc forcément, si on a moins de pieds, on peut avoir potentiellement une reprise en masse aussi. Après, il faut mettre en relation aussi cette reprise en masse avec le nombre de pieds aussi de couverts au mètre carré. Ok. Et peut-être une précision pour la personne qui a posé cette question. Après, il faut peut-être aussi distinguer reprise en masse d'un phénomène naturel en fait en semi-direct, où quand on ne touche pas le sol, on a forcément un rappui progressif du sol. Donc c'est vrai quand on regarde de loin, on peut avoir l'impression d'un sol qui est tassé, mais finalement, si on regarde de près, on a quand même pas mal de porosité, ce qu'on voit souvent sous luzerne. Donc c'est pas forcément préjudiciable. Donc voilà, à vérifier, mais
il y a quand même ce phénomène de rappui du sol, quoi. Tu as raison de le préciser, oui. Alors, une question, alors je pense que ça se rapporte cette fois-ci au couvert semi-permanent. Y a-t-il un impact sur le rendement des cultures principales? Alors, ce qu'on voit, c'est que sur les cultures d'hiver, dans la mesure où c'est bien régulé, on a assez peu d'impact. Sur les colzas, la première année, on n'a pas d'impact parce qu'en fait, le couvert se développe tellement lentement qu'il réapparaît que vraiment au mois de mai-juin. Donc, sur le colza en lui-même, il n'y a pas trop d'impact. Sur les céréales, dans la mesure où on le régule bien, depuis 2015, on a un quintal net de gains en rendement. Donc, c'est pas vraiment sur le rendement qu'il faut regarder, c'est plutôt sur… Aussi, on a surtout un intérêt sur PS et protéines. Et sur ces cultures d'hiver, on a quand même assez peu d'impact. Par contre, ces cultures de printemps, où là, c'est vraiment préjudiciable et il nous reste encore à travailler dessus, notamment sur des tournesols, des maïs. Et pour quelle raison? C'est qu'on est sur des cultures qui sont déjà sur des grands écartements. Donc, on a très peu d'effet de la biomasse sur le contrôle du couvert, parce que quand on fait des interventions sur les couverts permanents, la première question, c'est comment je régule les couverts? Quels produits j'utilise? Et en fait, le premier régulateur de votre couvert permanent, c'est la biomasse de la culture. Moins elle aura de lumière, mieux on va contrôler le couvert aussi. Donc, sur les cultures à grands écartements, c'est compliqué. Et après, on se heurte aussi à la difficulté de pouvoir avoir accès à des herbicides efficaces au moment où on en a besoin, notamment sur tournesol et sur maïs. Donc, en général, sur les cultures de printemps, on évite quand même de mettre en place ces couverts permanents. C'est ça que je disais, on va plutôt essayer de le garder 3 ans. Donc, on l'implantera avec le colza, on va le garder sur le blé, sur l'orge qui suit. Éventuellement, c'est une orge de printemps. Et après, en fait, on remet une interculture longue pour pouvoir faire une culture de printemps. Et là, du coup, on supprime le couvert permanent. Ok, alors après, on revient sur quelques questions sur colza et sur les couverts d'interculture. Et sur les couverts d'interculture, donc une question sur la composition du mélange Magellan pour la technique de semis à la volée. Est-ce qu'il y a une adaptation du mélange? Non, on était parti sur le même mélange en disant qu'on était quand même sur des petites graines à la base. Le couvert, on part sur des petites graines. L'avantage, c'est que ça permet de pouvoir vraiment lever dès qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et puis, donc c'est pour ça qu'en fait, on est parti sur un couvert association grosses graines, petites graines, parce que le couvert en tant que tel, il ne pouvait pas s'écarter sur de grandes largeurs. Donc, on a pris le poids comme aide balistique, mais après, l'autre couvert, donc le petit couvert Magellan petit, c'est vraiment des petites graines. Donc, on n'a pas eu d'adaptation. Après, la facélie, forcément, elle est peut-être moins adaptée quand même au semis à la volée. Par contre, les autres espèces, pour avoir fait des essais, elles ont germé. La limite après derrière, c'est trouver la bonne période pour l'implanter. Et je vous dis, il faudrait qu'on aille vraiment à viser 15, 20, 25 mm après l'implantation, après le semis à la volée, pour vraiment sécuriser et avoir vraiment ces 5-6 cm de racines à la récolte de la culture pour être sûr d'avoir les racines dans le frais et éviter qu'on soit trop soumis à l'effet négatif des températures chaudes. Ok, merci Mickaël. Du coup, pour pas prendre trop de temps, on va passer. Alors, il reste quelques questions, hein, Mickaël, je te laisse regarder dans le chat, d'accord? Et du coup, je laisse Gilles prendre la main. Ok. Pour le réseau Berry. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est tout bon. C'est tout bon? Parfait. Bah, écoutez, bonjour. Donc, je vais évoquer avec vous le réseau Berry, les raisons de ce réseau, hein, et les objectifs qu'on s'est fixés, bien sûr, les résultats. Utilise ton clavier. Non, ça faut que j'utilise la souris, tu vois, c'est bizarre. D'habitude, c'est le clavier, là, c'est la souris. Bon, écoute. Alors, le contexte, c'est le sud du centre, donc Val-de-Loire, en pleine Champagne-Berrichonne. Alors, ce réseau s'est créé en 2004-2005, il s'est élargi en 2012. En 2004-2005, à l'origine, on a 5 agriculteurs d'exploitation assez importante qui se posent la question concernant la stagnation de leur rendement, de l'augmentation des charges opérationnelles et donc une diminution de leur chiffre d'affaires, quoi. Voilà, donc leur objectif, ils me contactent en me disant, voilà, on a besoin des instituts techniques là, pour nous suivre, pour nous évaluer, pour évaluer ce que l'on fait, puis pour discuter avec nous des changements en lien avec les questions que l'on se pose à court, moyen terme. Et la question qui venait, effectivement, c'est quelle agriculture pour demain, quoi, en gros, quoi. Alors, bien sûr,
on est dans une région pardon, où les potentiels sont quand même faibles à modérés selon le type de sol. On a à peu près 50% de sol très superficiel et 50% de sol profond, limon argileux, limon sableux, sachant que les limons argileux ne donnent pas de résultats sensationnels non plus, souvent pour des raisons de structure. Donc les objectifs, c'est de régulariser, d'augmenter si possible, et surtout de régulariser les performances des cultures avec des actions à long terme ou moyen terme. Évidemment, ça passe par la fertilité, augmenter la fertilité du sol, puisqu'on a des sols qui en subissant des contraintes climatiques fortes, se dégradent très rapidement. Et ensuite, réussir l'implantation des cultures, puisque sur des études préalables, dans cette grande région, on va dire, on s'était aperçu que dès lors que l'implantation des cultures était ratée, ou tout au moins pas terrible, quoi, eh bien, les résultats de la culture, dans une région où le climat ne permet pas de phénomène de compensation comme en région océanique, eh bien, les résultats étaient médiocres, et ça pratiquement pour toutes les cultures, quoi. Mais surtout pour les oléopros, bien entendu, quoi. Et ensuite, la gestion chimique des bioagresseurs, qui est un problème essentiel. Pourquoi? Parce qu'on a une perte d'efficacité. Bon, à l'époque, on était très concentré, c'était le début des années 2000, très concentré sur les aspects FOMA qui étaient passés, puisqu'on avait des variétés résistantes. Mais là, on était surtout sur des aspects mauvaises herbes, et en particulier dicotes, qui nous embêtaient énormément, avec des résultats très aléatoires, quoi. Et ensuite, c'était évidemment les problèmes d'insectes, hein. Insectes, et là je parle colza, bien entendu, insectes du colza, avec une chimie qui ne répondait plus du tout à nos attentes. Donc on s'est dit, effectivement, il va falloir qu'on ait une gestion beaucoup plus agronomique de la chose. Comment on va faire, quoi. Alors là, les moyens qu'on a employés, bon, ben, je vais pas refaire l'histoire, hein, mais c'est bien sûr le SMI-Direct. On a vraiment cru au SMI-Direct, on l'avait testé à la fin des années 90, avec plus ou moins de réussite, il faut le dire, hein. Mais on avait compris pourquoi la réussite n'était pas toujours au rendez-vous. Apparition du strip-till sur certaines exploitations. Dès 2005, on a essayé de développer à grande échelle les couverts intercultures, que ce soit des couverts en interculture courte ou en interculture longue. 2007-2008, les associations d'espèces, là je pense au colza associé, et petit à petit, une diversification des rotations, bien sûr très simple dans un premier temps, colza bléor, bon, c'est un peu caricatural, mais certes ça existe encore, mais en introduisant des cultures un peu de diversification, la lentille, bien sûr, qui est bien adaptée au contexte pédologique argilo-calcaire, un peu retour au tournesol, qui était en vogue dans les années 80, mais qui avait pratiquement disparu, et les poids selon les années, quoi. Voilà, sachant que ces cultures de diversification ne vont pas dépasser les 10% de la SAU d'une manière générale, quoi. Voilà donc les moyens qu'on a mis en œuvre, les réflexions ont porté autour de ces moyens, et de façon progressive, je dirais. Le premier élément qui a été pris en compte, c'était la fertilité, le SMI-Direct. Bon, on a vu que c'était très largement insuffisant en termes de levier, le non-travail, quoi. Alors, ça porte sur 12 exploitations, ce qui nous fait 12 exploitants, c'est même 12 agriculteurs et une vingtaine de situations pédologiques, puisque certains ont 2 exploitations. Le développement local y est associé depuis le début, c'est-à-dire COP, négoce, chambre, CETA. Le travail porte essentiellement sur le colza, le tournesol depuis peu de temps, ainsi que les pois et févroles. On a également travaillé sur le blé avant, en particulier les blés derrière colza et maintenant les blés derrière tournesol, en termes de croissance, en termes donc d'absorption d'azote et en termes de gestion des adventices. On se réunit 6 à 7 fois par an, présentiel, donc, hein, à part en début 2020, bien entendu. Des rencontres qui sont soit en salle, réunion de restitution, réunion de conception, de réflexion, et beaucoup sur le terrain. Chaque année, il y a 35 à 70 parcelles qui sont suivies, hein. C'est présenté en 2019, par exemple, 2019-2020, 1500 hectares de colza, et le tournesol, et les pois, etc. On travaille à l'échelle de la parcelle. Évidemment, vous allez voir qu'on fait des tests. Dans ces parcelles, on ne fait pas d'expérimentation au sens où on entend l'expérimentation, micro-parcelle, etc. On n'en fait pas du tout. On ne travaille qu'avec des tests au niveau de la parcelle, tests parfois répétés, c'est-à-dire bandes traitées, bandes non traitées, bandes surfertilisées, bandes sous-fertilisées, etc. Ces bandes pourront être répétées. Donc, alors, on va parler du colza. Évidemment, le colza est essentiel pour ces agriculteurs.
À l'époque, en début des années 2000, c'était 30 à 33% de la SAU. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 20-25%. Il fallait diversifier, et c'est le colza qui a pâti de cette diversification, mais c'était nécessaire, quoi. Alors pourquoi c'est essentiel? Parce que c'est une culture qui est totalement adaptée au contexte pédoclimatique, hein, complètement. Et très vite, on s'est aperçu que... Et là, on a travaillé avec les agriculteurs, on a testé, puis on a travaillé, je dirais, quoi. C'est-à-dire on a commencé par des tests. Et là, vous connaissez le colza associé, le semi-direct, le striptil, etc., etc. Puis un jour, c'est en 2013, on s'est réunis tous, de même que le développement, et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que le colza devienne encore plus performant et des performances plus régulières, nous coûte moins cher, parce que l'ITK était élevé, quoi, et donc pour qu'on puisse le pérenniser de façon sécurisée sur les exploitations. Et là, les agriculteurs nous ont dit, c'est simple. C'est simple. Donc, ce sont des réponses d'agriculteurs. C'est simple. Nous, on va continuer à faire du colza à grande échelle à deux conditions essentielles. Que l'on puisse être sûr de le faire lever au mois d'août. Voilà, c'est une condition essentielle. Il faut qu'il lève avant le 1er septembre, notre colza. Voilà, comment faire? Et la deuxième condition était comment peut-on gérer les insectes d'automne de façon plus sécurisée qu'aujourd'hui. On aurait posé ces questions au début des années 2000, c'était comment gérer le géranium, comment gérer le gaillet, etc., etc. Donc on était sur les adventices, là on est beaucoup plus sur les insectes, quoi. Et d'une manière générale, comment faire pour que nos colzas aient des croissances beaucoup plus régulières, beaucoup plus homogènes, voire un peu meilleures, quoi. Et ceci tout au long du cycle, c'est-à-dire de l'automne jusqu'à la fin floraison, voire G4, quoi, hein. Voilà, donc les pistes de travail, et on s'est dit, bah, écoutez, on va travailler là-dessus, hein, et en particulier sur la gestion de l'implantation et la gestion des insectes d'automne. Alors, on a commencé à évoquer les aspects colza robuste. Alors, c'est quoi un colza robuste? Bah, je dirais tout simplement, c'est un colza qui va être capable d'absorber des dysfonctionnements. On est dans une région où des dysfonctionnements, il y en a des quantités, quoi. Excès d'eau, manque d'eau, excès de chaleur, gel tardif, sol à faible résilience, sol qui se déstructure très rapidement. Donc vous voyez déjà les aspects fertilité et action à moyen terme, quoi. Donc il faut qu'on ait un sol qui soit capable de s'adapter. Oui, il va continuer à être attaqué par des insectes. Oui, on va continuer à avoir des mauvaises herbes. Eh bien, on veut que notre colza soit capable de se débrouiller face à ces multi-agressions, quoi. Voilà. Donc, essayons de mettre un colza robuste, donc, et pour qu'il soit d'une certaine façon résilient, c'est-à-dire que quelles que soient les conditions climatiques, on arrive dans nos régions en petite terre à faire plus de 30 quintaux et en terre profonde, sol profond, à faire plus de 35 quintaux, quelle que soit la météo. Évidemment, l'objectif qu'on s'est fixé, c'était plutôt 32-33 quintaux dans les petites terres et 37-38 dans les sols profonds, ce qui a été, vous le verrez plus tard, une progression considérable, quoi. Voilà, exemple de colza arbuste, ben vous allez le voir maintenant. Voilà, depuis 2013-2017, on faisait des comparaisons dans les parcelles. Vous voyez, dans les parcelles de 2013-2014, on avait du colza associé, du colza seul. On voulait comparer les rendements, on voulait comparer également l'évolution du peuplement végétal en termes de comportement, quoi, hein, en termes d'absorption d'azote, en termes de gestion des insectes, en termes de gestion des mauvaises herbes. Donc là, vous avez un tableau de comparaison entre le colza seul en abscisse, le colza associé en ordonnée. Donc, ce qui fait 159 parcelles qui sont comparées en termes de rendement. Alors, les comparaisons portent sur la parcelle complète, hein, et les bandes représentent souvent plusieurs hectares. Donc, on s'aperçoit que dans 84% des cas, le colza associé est supérieur au colza seul entre 2013 et 2017. Et ça c'est de la robustesse, quoi, hein. Et c'est, je dirais, même la grande satisfaction, c'est que c'est une démarche sécurisée, quoi. Le colza seul, en gros, fait 33,7 quintaux, le colza associé fait un peu plus. C'est-à-dire qu'on gagne, et ça on le dit depuis le début, mais c'est encore vrai aujourd'hui, on gagne entre 2 et 3 quintaux à faire du colza associé, hein. On s'aperçoit, les petits points verts, que dès lors qu'on baisse la dose d'azote de 20 à 40 unités, on est toujours au même niveau de satisfaction, que l'on soit sur des forts ou de faible potentiel. Et si l'on regarde le petit tableau à gauche, eh bien, on s'aperçoit que les rendements de l'Indre et du Cher depuis 2013 jusqu'à 2018 se situent à une moyenne de 28 quintaux. Alors ça, c'est génial. Pourquoi?
Parce que ça veut dire que même sans apporter l'innovation qu'est l'association, ces agriculteurs-là ont permis de gagner 5 quintaux. Vous allez me dire, ils sont dans les meilleures terres. Mais non, absolument pas, parce que dans cette situation, dans cet échantillon, plus de 60% des parcelles sont représentées par des argilo-calcaires superficiels, 25% par des limons profonds et 15% par des limons sableux, je dirais les sols où on déplafonne le rendement le plus facilement en année sèche. Donc non, ce n'est pas une question d'échantillon, c'est bien une question de pratique, quoi. Voilà, et donc, grosse satisfaction, hein. Bien sûr, on voit l'impact de la légumineuse, qu'elle soit gélive ou permanente. Vous voyez la petite photo avec du trèfle blanc. Donc, grosse satisfaction, grâce certainement aux légumineuses, mais surtout, grâce à l'implantation que les agriculteurs ont pu faire avec leur colza. Et ça, on va le voir par la suite. Ah. Hop là. Ouais, il faut vraiment que je travaille avec la souris, et ce qui n'est pas évident. Excusez-moi. Voilà, donc un exemple de colza robuste. Ben, vous voyez, on a ressorti des vieux semoirs, hein, ASD 300, semelle 1208. Vous voyez le 2008. Donc ce colza, le 20 août, ce colza, il est déjà élevé, quoi. Il a une à deux feuilles. On perçoit des févroles également. Vous le voyez le 18 septembre. Il a 4 feuilles, notre colza. Et là, on est sauvé. On sait qu'on est sauvé. Il y a un couvert qui couvre à peu près le sol. Vous voyez le couvert au 14-10. Les trèfles d'Alexandrie sont en fleurs. C'est génial. Vous voyez notre colza, 1,30 m au mois de F2, début floraison. Un colza d'1,30 m, c'est un colza qui est à peu près à 4,5 kg, voire 5 kg de biomasse aérienne. C'est un objectif. Et c'est un objectif à atteindre, et c'est un objectif qui va être très impactant pour le rendement. Et vous voyez à la récolte, on a notre trèfle blanc qui est en couvert, donc qui va couvrir le sol et qui va limiter pendant toute l'interculture l'élevée d'adventice. Alors, le colza robuste. Évidemment qu'on est obligé dans nos régions de mettre en place des colzas robustes. Que je vous dis, on n'a pas de phénomène de compensation. Ça n'existe pas ou très rarement, la météo est trop capricieuse. Donc, on a bâti un tableau de bord avec ces agriculteurs, hein, et ça c'est en 2013 que je vous dis que ça vraiment, on l'a vraiment fait. Donc c'est un projet qu'on a mis en place ensemble où on s'est dit voilà, pour continuer à faire du colza, pour continuer à discuter sur le colza, à le conseiller, et là je pense au développement, il va falloir qu'on gère certains problèmes inévitablement parce que sinon les surfaces vont baisser et les rendements, parce que les rendements ne donnent pas satisfaction, quoi. Donc, on a identifié une thématique avec ces agriculteurs. Et la thématique, c'était quoi? C'était la qualité d'implantation et c'était la gestion des insectes d'automne qui, à cette époque-là, était déjà notre problème majeur. Donc, on a défini une thématique avec ces agriculteurs et on a défini les résultats qu'on souhaite obtenir. Qu'est-ce qu'on veut? En termes de bénéfices, par exemple, bénéfices, tous vont me dire le rendement le plus élevé possible. Ça, certes. Mais la réussite du rendement, ce n'est pas une fatalité, hein, ça se construit, quoi. Et comment va-t-on le construire? C'est en ayant des plantes saines, c'est en ayant des biomasses à des phases clés qui donnent un certain niveau de satisfaction, quoi. Et on va voir qu'il va y avoir des liens de cause à effet qui vont se mettre en place et qu'effectivement, eh bien, ces biomasses vont certainement nous servir, par exemple, à avoir des plantes saines, quoi. Donc, on a ouvert tout le champ des possibles, hein. Mais comment on va y arriver à avoir des plantes saines et à avoir des belles biomasses, donc une implantation réussie telle qu'on le souhaiterait? Eh bien, peut-être en faisant du semi-direct, peut-être en semant plus tôt, peut-être en limitant l'assèchement du sol, etc. Peut-être en associant son colza pour créer une forme de perturbation vis-à-vis de ces insectes. On a formalisé le projet avec l'agriculteur, on a observé, et là, l'observation, ce n'est pas simplement les conseillers, ce sont également les agriculteurs qui ont observé pour évaluer ce qu'ils avaient mis en place. Et ensuite, on a analysé et réfléchi aux améliorations que l'on pouvait apporter. Voilà, c'est ça la vocation du tableau de bord. Bon, vous l'avez déjà vu avec Stéphane tout à l'heure, hein. Là, vous le voyez de nouveau. Eh bien, c'est ce que je viens de vous raconter, en fait, hein. Les bénéfices attendus, c'est ce qui est en vert. On veut un colza robuste qui exprime son potentiel de rendement et qui nécessite peu d'intrants, dans un contexte, de toute façon, où les rendements potentiels sont relativement modérés, hein. Vous avez vu Indre et Cher, depuis 2013, les rendements moyens sont de 28 quintaux quand même. Et puis, ce n'est pas 2020 qui a permis de les augmenter, ces rendements moyens, quoi. Donc, on est quand même sur des rendements totalement insatisfaisants. On veut une croissance non perturbée des plantes saines.
donc des dégâts de ravageurs atténués, Altice adulte, lard d'Altice, Charançon de bourgeon terminal en particulier, quoi. Et bien pour ça, il faut obtenir des états clés. C'est indispensable. On l'a observé à travers tous nos tests dans les parcelles agriculteurs. Et aujourd'hui, quand je demande à un agriculteur, quand est-ce que tu vois que ton colza est réussi, il y a 10 ans, il m'aurait dit quand le grain coule dans la benne et puis qu'il y a des quintaux. Mais aujourd'hui, cet agriculteur-là, il ne me répond plus du tout de la même façon. Il me dit quand mon colza est élevé au 1er septembre, par exemple, ou quand il a 4 feuilles au 20 septembre, ou quand il a une biomasse de 1500 grammes pour 30 plantes entre hiver. Voilà comment il juge son colza réussi, ou quand il n'y a pas de mauvaise herbe, bien entendu, quoi. Voilà. Donc, ce qu'il vous dit, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce n'est pas une fatalité, c'est bien les relations de cause à effet, des liens de cause à effet qui vont faire que, eh bien, quand on a des pieds vigoureux, oui, on aura moins de dégâts de l'arbre d'Altice, donc on aura effectivement un meilleur rendement, puisque le taux de plante buissonnante ou le taux de plante faciée a un impact sur le potentiel de rendement et sur le rendement réalisé, quoi. Donc, ces états clés portent beaucoup sur l'implantation et sur la croissance, hein, et on a des conditions de réussite pour les évaluer. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le stade 4 feuilles, par exemple, avant le 20 ou autour du 20 septembre. Oui, ça, c'est une condition de réussite, un peuplement maîtrisé, 30 pieds par mètre carré, bien répartis, belle structure de peuplement, pas d'adventice, hein, des pivots super développés, et une nutrition NP optimale que l'on va simplement apprécier à l'automne pour la couleur du feuillage. Et ensuite, eh bien, on arrive à l'agriculteur, là. Les pratiques clés, parce que ça, c'est lui. Et ça va être lui jusqu'à la fin flot, voire G4. Hein. Eh bien, comment faire pour réaliser ça? Et la question qui revient, t'es bien joli, toi, c'est bien joli ça, mais nous aussi, on aimerait bien avoir des colzas qui lèvent au 22 août, quoi. Mais il faut faire comment? On le sème quand? On pratique comment au niveau de l'implantation, quoi? Et là, toute la réflexion porte ici. Et quand on dit que l'interculture est la phase essentielle de la culture du colza, je dirais oui. Je dirais c'est l'interculture, oui, puis c'est peut-être même comment on a mis en place la culture précédente. Parce qu'effectivement, ils se sont aperçus que dans un sol argileux, si on devait faire des travaux profonds au 18 juillet, par exemple, ben avec les années climatiques que l'on a, les étés climatiques que l'on a en ce moment, on était pratiquement sûr de ne pas avoir de colza. Donc, vous voyez, on est déjà dans une démarche d'anticipation, quoi. Hein, quand on n'est pas prêt à semer du colza le 8 août et qu'il pleut le 12, on est dans une démarche de réactivité et également d'anticipation. Donc, vous voyez, tous les efforts et les 4-5 quintaux qu'ils ont gagnés par rapport au colza seul de la région sont bien liés à cette qualité d'implantation qu'ils ont réussi à mettre en place. Bon, au début, on se posait des questions, mais comment va se débrouiller un colza qui lève le 12 août, par exemple? Mais on verra. Et oui, on l'a travaillé. Effectivement, il y a peut-être des choses à changer en termes de choix variétal, en termes de densité, et peut-être même en termes de fractionnement de l'azote. Mais tout ça, on l'a travaillé avec eux. Voilà, donc c'est ça notre tableau de bord. C'est bien donc mettre en place un colza robuste. Et là, je vais vous montrer des exemples. Bon, bien sûr. Gilles, excuse-moi, en précision, il te reste 5 bonnes minutes. Ouais, je me dépêche. Il faut que je parle plus vite alors. Donc, un exemple de colza robuste, bon, je vous présente une réussite, évidemment, c'est en 2020. On est dans un argilo-calcaire très superficiel. L'agriculteur, bon, me dit souvent, dans ces sols-là, si je fais 30-32, je suis super content, quoi. Voilà. Mais il a fait 38, là. C'est derrière une lentille. C'est un colza associé, bien entendu. Il faut savoir que 90% des colzas du groupe là, sont associés depuis plus de 10 ans. Taux de plante saine, 90%. Date de levée 20 août, pardon. Pied vigoureux, oui. Vous voyez en rouge 10 grammes par plante au mois d'octobre, début octobre. Ah, c'était pas génial. Hein. C'était pas génial. Pourquoi? Parce qu'en septembre, il y a eu une petite concurrence avec les lentilles. Et concurrence qui s'est complètement atténuée par la suite, puisque vous voyez, à l'entrée d'hiver, 54 grammes par plante pour une croissance de 1400 grammes. Bon, on a mis la barre à 1500 grammes, c'est un peu élevé pour les sols argilo-calcaires, on en est tout à fait conscient. Hein. 1400 grammes, c'est génial. Densité maîtrisée, 26 plantes. Pivot bien développé, plus de 15 cm à l'entrée d'hiver, et jamais de carence observée en azote. Phosphore, c'est plus compliqué, mais a priori non. Donc, l'agriculteur fait 38 quintaux, et quand on regarde son itinéraire technique, et bien, vous voyez, 0,25 de Mozart, un traitement puceron, un fongi. Par contre, 182 unités d'azote. Ouais, là, il y a à travailler, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, hein, avec 30 unités d'azote au SMI. Donc, ça fait trop d'azote encore pour ce type de culture, on va dire. Quoi. Dans ce type de parcelle, ça fait un peu trop d'azote, donc il faut retravailler le fractionnement avec des apports précoces qui sont sûrement trop élevés. Donc, il y a un gain à avoir en termes de fertilisation. Un autre exemple, donc là, c'est un exemple beaucoup plus compliqué. C'est une parcelle de 50 hectares et l'agriculteur me dit, voilà, il est tombé 15 mm en 2 mois, en 5-6 fois, mon colza ne lève pas. Il lève au 1er octobre parce qu'il a eu une 25 ou 30 mm fin septembre. Et là, il me dit, j'en fais quoi de mon colza, quoi?
Bon, alors on discute, on dit c'est simple, hein, ton colza, s'il fait 25 quintaux, ce sera le bout du monde. On est sur des argilo-calcaires très superficiels. Et il va te coûter cher, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on est dans un milieu où on a des contraintes insectes qui sont énormes, quoi. On a des contraintes herbicides qui sont, enfin mauvaises herbes, pardon, qui sont également énormes. Donc ton colza va te coûter cher. Donc tu es sur 450, 500 € de charge opérationnelle. 25 quintaux, tu fais le compte et tu me dis oui, non. Enfin, tu te dis oui, non, toi, parce que c'est toi qui décides. Et il me dit oui, je le garde quand même, quoi. Bon. Eh bien, vous voyez, colza robuste, il y a 3 variétés. Picto, Mambo, ES, Alicia, vous voyez les rendements, 33, 31, 26. Et il a l'hybride que je n'ai jamais observé, mais qui a fait 36 quintaux. Donc globalement, sa parcelle fait 33 quintaux, parce que la surface en Alicia a été faible, et en Mambo, guère au-dessus, quoi. Taux de plante saine, 95, 70, 65. Donc là, on voit tout de suite les effets croissance de ces colzas, avec des colzas tardifs ou des colzas qui poussent peu. Mambo, ES, Alicia. Date de levée 1er octobre. Vous voyez les biomasses par plante au 1er octobre, enfin au 10 octobre, je l'ai fait un peu plus tard chez lui, hein, parce qu'évidemment, il a levé au 1er 1 gramme, voire 1,5 g par plante, mais quand même du picto qui faisait 13 grammes par plante à l'entrée de l'hiver. Et ça, c'est une progression considérable, quoi. 32 plantes par mètre carré, des pivots, évidemment, qui n'étaient pas géniaux à l'entrée de l'hiver, hein, 10 cm. Et là, pourquoi il s'en sort, ce colza? Bon, parce qu'il a une itinéraire technique qui est très chargée. Et là, on peut je pense que si c'était à recommencer, on ne ferait pas différemment, quoi. Et pourquoi? Parce que ce colza-là reçoit 30 mm à partir entre le 15 et le 20 avril, quoi. Ce qui change tout. C'est-à-dire que sans eau, ce colza-là n'aurait pas fait 33 de moyenne sur cette parcelle. Et voyez l'itinéraire technique. 1,5 antidicote, c'est-à-dire 0,25 de mosave et 1,5 litre de yellow, 2,5 antigraminées, 1,5 fongicides, 8 insecticides, 187 unités d'azote, dont 30 et plus 30 à l'automne. Donc il a dit effectivement, bon, je m'en sors économiquement, 33 quintaux de moyenne, mais je ne recommencerai jamais ça, c'est-à-dire qu'un colza qui lève au 1er octobre, il y a peu de chances pour que l'année suivante, si ça se repasse, si ça recommence, je le garde, quoi. Voilà, donc ce n'est pas un colza robuste, mais c'est un colza qui s'en sort quand même. Voilà, donc l'impact de la croissance à l'automne sur l'état sanitaire, ben, vous voyez, hein, eh bien oui, à l'entrée de l'hiver, au 1er octobre, l'idéal, ce serait quand même d'avoir des colzas à 20 grammes par plante, hein, pour être sûr d'avoir plus de 80% de plantes saines. Au mois de décembre, l'idéal, ce serait d'avoir des colzas d'au moins 40 grammes par plante minimum pour avoir plus de 80% de plantes saines. On sait que dès lors qu'on est à 85-90% de plantes saines, on ne perd pas de rendement. Vous voyez, donc, c'est des travaux qui ont été faits chez eux dans leur parcelle. Mesure d'octobre, 101 parcelles. Mesure de novembre, 101 parcelles mesurées. Ouais. 185 pour les travaux de décembre. L'intérêt des impacts l'impact des apports d'azote au SMI, oui, c'est un levier qu'on ne néglige pas, surtout dans les petites terres. Ben, vous voyez, ne serait-ce que sur les insectes d'automne, en 2019-2020, on devait avoir 7 ou 8 situations où à chaque fois on améliore le comportement de la plante vis-à-vis de ces insectes. Alors, l'impact de la relation conseiller-agriculteur sur les pratiques, bon, c'est simple, hein. Potentiellement, dans l'Indre et le Cher, entre 2000 et 2018, on est sur 55 000 hectares dans chaque département, en gros. En 2019-2020, on est guère que sur 12-13 000, quoi. C'est-à-dire qu'on a des pertes considérables. Dans le groupe, par rapport aux intentions de surface et aux réussites, on est à 82% de réussite donc, en 2019, 96% en 2020. Ça, c'est important, c'est très important. Ça veut dire qu'en modifiant leurs pratiques, ces agriculteurs ont réussi à mettre en place les colzas souhaités. Alors, bon, écoutez, il y a un agriculteur qui devait faire la présentation avec moi, malheureusement, pour des raisons de santé dans son entourage, il ne peut pas être là. Je regrette, donc c'est moi qui va la faire, qui va présenter ses diapos. Hein. Cet agriculteur, bon, on travaille depuis 15 ans ensemble, et il fait partie du groupe de base, hein, d'origine, quoi. Et c'est le constat qu'on a fait en début des années 2000 avec lui, c'est qu'il y avait des points positifs, donc le blé tendre, qu'il y avait des rendements convenables et assez stables, surtout en blé asselé. Des points très négatifs, un sol non vivant, pas de vers de terre, malgré l'absence de retournement, hein, parce que le labour était peu pratiqué, du colza qui est indispensable avec des rendements très irréguliers, 22 à 30 quintaux. Les premières expériences de semi-direct sont très mitigées, excepté en blé asselé, blé derrière colza en particulier, et surtout que les résultats sont hyper réguliers. Alors l'exploitation sur laquelle on travaille, c'est celle qui fait 180 hectares, qui a un argilo-calcaire superficiel et moyen, des réserves utiles 50 à 80 mm, donc
La rotation de base, c'était lentilles, blé tendre, orge hiver, colza, blé tendre. Donc, vous voyez déjà une rotation un peu plus élaborée que ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans la région, avec des tentatives de semi-direct sur le blé tendre. Alors, l'évolution est rapide. 2003-2004, tous les blés sont semés en direct. 2005-2010, compost, c'est-à-dire qu'en 5 ans, toutes les parcelles auront reçu une dizaine de compost. Il n'y a pas d'élevage dans notre groupe, hein, j'ai oublié de le dire, mais c'est important, mais on n'a pas d'élevage, donc pas d'organique. 2008 à 2010, évolution de l'enchaînement des cultures. Donc colza d'hiver derrière blé tendre, améliorant ou meunier, et ça c'est important évidemment pour la croissance de notre colza, plutôt que derrière orge d'hiver, avec des lentilles comme montée précédente. Vous voyez, lentilles, blé améliorant, colza d'hiver, blé, orge, par exemple. Les couverts intercultures sont systématisés à partir de 2008, on va dire, en interculture longue et en interculture courte. Avoine, radis, facélie en interculture longue, base, févrole, fenugrec, trèfle d'Alexandre en interculture courte. Et depuis, entre 2005 et 2010, arrêt du labour d'une manière générale. Il existe encore parfois quelques labours sur la lentille, pour faire de la lentille en particulier. Mais c'est rare, mais c'est sûrement ce qui a permis de limiter les problèmes de vulpin et de raisin qui n'existent plus vraiment sur cette exploitation. Bon, j'ai pratiquement fini, Stéphane. Il n'y a plus que 2 diapos, je crois. Voilà. Bilan selon l'agriculteur. Point négatif. Au début du semi-direct, c'était la catastrophe, les mulots, quoi. Catastrophe totale. Qu'est-ce qui a permis de régler? La herse magnum. Le roulage. Herse magnum pour gérer la paille, le roulage et les broyages pour faciliter le travail des rapaces. Ensuite, la période d'adaptation est compliquée. Et effectivement, au début, je me souviens... les semis couverts en interculture, c'était toujours en catastrophe. Il manquait toujours quelque chose, avec quel semoir on va semer, etc., etc. Donc, ça demande inévitablement de la préparation et de l'anticipation. Et l'esthétique, ouais, comme il dit, les parcelles de mes voisins qui étaient bien lisses, bien plates, avec le passage de rotatif, c'était finalement, ça me semblait plus joli que... voilà, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Les points positifs, parce qu'il y en a également, heureusement. Augmentation et stabilisation des rendements, 32 à 37 quintaux en colza. Meilleure gestion des insectes d'automne, à part en 2019-2020, ils ont été bien gérés, mais à quel coût? Nombre de passages. La croissance nettement améliorée. Blé tendre, rendement plus stable, 70 à 85, et les blés améliorants, 70-75. Vous voyez, en 2020, les blés tendres ont fait 75 quintaux, et alors que dans la région, on est plutôt à 55-60, et les blés améliorants, 65-67. L'orge de printemps se met en hiver, parfois, quand les conditions le permettent, 70-85, et les lentilles qui font 26 quintaux, à part en 2020 où elles sont plutôt à 18 quintaux, mais ça c'est un peu général, hein, même parfois beaucoup plus catastrophique, mais un rendement moyen de lentilles jusqu'en 2019, donc à 26 quintaux. Les points positifs, donc, impact très positif des couverts réussis. Alors, on n'est pas ambitieux, hein. Les couverts réussis, c'est quoi? C'est que dès l'instant où il faut 1,5 tonne de matière sèche par hectare, on est satisfait. Fertilité du sol, ça c'est très bon. On l'a fait évidemment avec ces agriculteurs, beaucoup de profils. On fait des séances test bêche tous les ans, voire des profils 3D. Donc présence de beaucoup de vers de terre, meilleure résistance à la sécheresse, bonne qualité d'enracinement, impact positif du paillage pour limiter l'évaporation et des rendements donc déplafonnés. Charge opérationnelle en diminution lente mais réelle, plus d'antigraminées. Oui, on a beaucoup moins de... Les antigraminées céréales sont faits à l'automne et il est rare, très très rare, qu'il y ait des passages au printemps, si ce n'est antidicote. Moins d'insecticides en colza, à part l'année dernière. Encore des progrès à réaliser, en particulier sur la fertie. Sur la fertie, effectivement, les doses d'azote apportées sont encore inconséquentes. Le P2O5 est systématisé, à part sur lentilles, mais systématisé sur toutes les cultures d'hiver. Pour finir, bon, le bilan économique est positif, c'est qu'on est heureux quand on entend ça, quoi, hein. Bilan économique positif, quoi. Situation beaucoup moins risquée qu'avant. Et ça, c'est la résilience liée à la qualité de l'implantation, à la fertilité du sol. Situation moins risquée qu'en semi-direct intégral. On n'y est pas, je pense qu'on n'y sera jamais en semi-direct intégral. Assuré de récolter avec une météo qui s'éloigne des valeurs normales. C'est ce qui est le cas depuis j'allais dire 2006, mais surtout depuis 2016, quoi. Donc, pas de colza en 2018, semis trop tardif. Donc, ça a été remplacé par du tournesol. Oui, pas de levée de colza. Poursuite dans cette voie, sans aucun doute. Et surtout continuer le travail sur la fertilité qui doit être constant. Impact, bon alors, on va se faire plaisir un peu. Impact très positif de l'appartenance au groupe Berry depuis 2005-2006. J'aurais préféré que ce soit lui qui le dise, évidemment, quoi. On reparle d'agronomie et on met en avant les effets système, et oui. Évidemment, on parle très peu d'itinéraire. Vous voyez, on parle très peu d'intrants avec ces agriculteurs.
je pense qu'il va falloir qu'on parle d'intrants azote, là, par exemple. Mais on en parle finalement assez peu, quoi. On essaie d'anticiper les événements climatiques, sol, on élargit notre champ de vision, hein, notre domaine de compétences. Oui, mais ça, c'est l'effet groupe. Hein. C'est très net, hein, c'est l'effet groupe, c'est l'effet expérience, et cette expérience tentée par chacun. Nos actions ont évolué, bien entendu. Hein, pas de peur d'innover et de changer nos pratiques. Pourquoi? Parce qu'on s'en soutenu. Et donc, on fait des tests. Hein, des tests tous les ans. On fait énormément de tests. Et les tests, aujourd'hui, portent sur la fertile printemps et le fait d'avoir une phase F2 plus 50 jours avec une parfaite capacité de photosynthèse de la plante, c'est-à-dire beaucoup de feuilles et des plantes saines. Quoi. Hop là. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention et je m'excuse parce que je pense avoir débordé un petit peu. Merci Gilles. Un petit peu, il nous reste quelques minutes, 2-3 minutes pour des questions. Il y a quelques questions et du coup des réponses assez brèves si tu peux. Une première sur les pesées entrée-hiver et les 1,5 kg, est-ce que ça prend en compte la plante compagne? Non, là je ne parle que colza. Il faut savoir que la plante campagne, je considère qu'elle commence à avoir de l'efficacité à partir de 300 grammes par mètre carré, mais honnêtement, je préfère que ce soit plus. Hein. À moins de 300 grammes, je pense que l'effet plante campagne est quand même très limité. Mais là, donc, la mesure, c'est bien 1500 grammes de colza. Ok. Une question classique. Gestion du risque d'élongation dans le cas des semis précoces. Eh bien, écoutez... Oui, c'est une question classique, mais j'avoue qu'on n'en parle jamais, quoi. Pourquoi? Choix variétal. On prend des variétés très peu sensibles à l'élongation, ou peu sensibles. Densité. Et ça, c'est capital, quoi, vous voyez. Densité. Et je vous dis, la densité que l'on vise, elle est 30 pieds par mètre carré. Allez, on va dire de 15 à 20 plantes par mètre carré dans les sols profonds et 30 à 40 dans les sols superficiels. 35 pieds, c'est parfait, quoi. Donc, on n'a jamais de semis au-delà de 50 pieds. Tous nos colzas sont semés à écartement maximum 30, 33. Vous voyez un peu vous voyez la photo, on doit être à 33 là. Donc, ce qui veut dire que quand on est à 33, l'objectif c'est 30 pieds par mètre carré. Bien, vous voyez, même en 2019, automne 2019, c'est l'automne le plus chaud qu'on a eu depuis peut-être bien 30 ou 40 ans. Eh bien, avec 30 pieds par mètre carré, une variété bien choisie, hein, aucun risque d'élongation. L'élongation maximum l'année dernière n'était pas au-delà de 3 cm. Donc, j'avoue que ce n'est pas un problème pour nous. C'est plus un problème. Ok. Merci. Même en situation azotée, reliquat azoté élevé. Hein. Ouais. Ok. Et donc, la petite dernière qui est une remarque, mais sur laquelle tu peux refaire une remarque. 38 quintaux, je pense que c'est le cas de Virginie Renaud. Hein. 38 quintaux avec 212 unités d'azote précédent lentille. Tout est logique. Alors, est-ce que c'est si logique? Écoutez, oui, j'aimerais que ce soit logique. Quand on connaît la dose moyenne d'azote apportée dans les sols superficiels, quel que soit le précédent, on se rend compte que c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. L'azote fonctionne bien sur des colzas et permet d'exprimer le potentiel sur des colzas de potentiel, quoi, tout simplement. Et là, j'avoue que ce colza était parfait en termes d'implantation, en termes de cinétique de croissance, etc. Et si effectivement il suffisait de mettre beaucoup d'azote pour faire des gros rendements, ça se saurait, je crois. Hein. Malheureusement, c'est pas le cas. Et là, on serait peut-être des cadors, quoi. Ok, merci Gilles. Et bien, du coup, on va passer la parole à Mathieu. Ok, merci. Active ta caméra. Et voilà, pour la dernière présentation sur les conditions sud-ouest. Oui, merci Stéphane. Alors, je vais mettre un diaporama. Ok, normalement, vous devez avoir ma présentation. Oui, c'est bon, tu peux commencer. Ok, merci. Donc, je vais vous présenter ce matin des travaux qui sont en cours. Alors, plutôt dans une phase de démarrage hein, par rapport à ce que viennent de présenter Michael et Gilles. Donc, des travaux qui sont animés par Terre Innovia, qu'on a engagé dans le sud-ouest avec des agriculteurs, avec des conseillers, autour de deux thématiques que sont le colza associé et la couverture des sols. Alors,
par rapport à ces deux pratiques, hein, l'association de colza à des légumineuses, les couverts végétaux, il est admis aujourd'hui par une grande majorité des acteurs de la recherche et du développement que ces pratiques participent à l'amélioration des performances des systèmes de culture. Et donc la question principale qu'on se pose, c'est finalement comment les intégrer dans des systèmes existants, donc des systèmes avec un historique, avec un terroir pédoclimatique spécifique, bref, en s'adaptant au contexte de l'exploitation et aux objectifs des agriculteurs. Donc moi, je vais tâcher en quelques minutes, là, en évoquant deux initiatives engagées dans le Sud-Ouest, de montrer, et bien sûr en complément de tout ce qu'ont présenté Stéphane, Michael et Gilles, de montrer comment Terre Innovia, en partenariat, alors le partenariat c'est quand même un maître mot hein, ce matin, vous l'avez remarqué, avec plusieurs structures de développement, comment on s'y prend pour favoriser cette évolution des systèmes de culture. Alors tout d'abord, je parlerai donc de l'animation d'un groupe technique qui vise le partage d'expériences entre structures, entre agriculteurs. Donc ça, c'est pour le colza associé. Et ensuite, j'évoquerai le test sur le terrain auprès d'agriculteurs de méthodes d'accompagnement sur une question complexe qui est l'intégration de la couverture des sols dans un système de culture. Et là, on verra ce qui a été fait en partenariat avec la coopérative Agrodoc et aussi ce que nous faisons dans le cadre de l'action CIPRIN. Alors, avant de décrire ce qui est réalisé au sein de ces groupes, je voulais, mais alors très rapidement, parce que Gilles en a déjà beaucoup parlé, je voulais rappeler les bénéfices hein, que les agriculteurs peuvent attendre de l'association du colza à des légumineuses. Alors ça a été prouvé par une dizaine d'années d'essais menés par l'Institut, donc tout le travail aussi dans le réseau Berry. On sait hein, qu'on peut avoir des bénéfices en termes de nutrition azotée du colza, de lutte contre les insectes, de lutte contre les adventices, Gilles l'a évoqué, et sans oublier des bénéfices à l'échelle système aussi, comme des effets positifs vis-à-vis de la fertilité des sols. Alors dans le diaporama que vous aurez à l'issue du webinaire, vous aurez des diapos précises en complément de celles de Gilles qui reprennent plus en détail ces éléments. Alors moi je vais juste vous remontrer en quelque sorte, mais très rapidement aussi parce que Gilles l'a déjà projeté tout à l'heure, mais c'est quand même un graphique qui résume bien les choses, hein, qui montre que dans une majorité de cas, le colza associé gagne en robustesse et obtient de meilleurs résultats qu'un colza seul. Et donc, on a pu le prouver, comme Gilles l'a bien expliqué, avec des dispositifs comme celui que vous avez sur cette photo, hein, qui sont des bandes comparatives avec 100 couverts qui sont menés, qui ont été menés pour la plupart dans le réseau Berry, et tout ça sur des parcelles, donc bien sûr sur des mêmes parcelles, avec toutes choses égales par ailleurs. Donc, je ne reviens pas sur ce graphique qui montre bien la tendance hein, d'une robustesse du colza associé. Alors, bien sûr, hein, tous ces bénéfices, nous ne sommes pas les seuls chez Terre Innovia à les percevoir. Donc c'est le cas dans le Sud-Ouest notamment, où le colza associé est un sujet d'intérêt pour beaucoup de personnes, hein, pour nombre de conseillers, nombre d'agriculteurs. Et alors ce qui est mis en avant en particulier par les agriculteurs, c'est la perspective, avec ces pratiques agroécologiques, hein, de produire du colza différemment. En d'autres termes, de mettre en œuvre des leviers agronomiques et de viser un moindre recours aux leviers chimiques. Alors, face à ces remontées du terrain, à ce constat, hein, Terre Innovia donc, a proposé à plusieurs structures locales de se mettre autour d'une même table, et pour simplement unir les matières grises, voilà, pour initier ce travail partenarial en formant un groupe technique. Alors l'ambition de ce groupe technique, c'était assez clair, hein, c'était déjà de constituer un collectif, c'était
une première ambition et je pense que nous y sommes parvenus. Et puis, c'était aussi de travailler ensemble pour aller plus vite sur l'acquisition de données, de connaissances opérationnelles qui soient locales, adaptées au contexte sud. Alors, je m'explique, hein, la plupart des références, vous le savez, sur le colza associé, elles sont issues du centre de la France. Et puis, surtout, hein, on souhaitait produire des livrables estampillés sud-ouest dans lesquels les producteurs locaux pourraient se reconnaître, se retrouver plus facilement. Alors aujourd'hui, vous allez les voir apparaître sur la diapositive, on a 11 structures qui constituent ce collectif. Alors, je précise hein, que ce n'est surtout pas un groupe fermé et que le groupe CASO, donc l'acronyme, hein, vous voyez pour Colza Associé Sud-Ouest, que le groupe CASO peut accueillir d'autres contributeurs. Donc je profite hein, pour faire cet appel aux structures du Sud-Ouest qui souhaiteraient nous rejoindre. Et je précise également qu'il y a un groupe de la sorte hein, qui a émergé aussi dans le Sud-Est en 2019, donc toujours sous la houlette de Terrinovia pour tout ce qui est animation. Et donc c'est mon collègue Alexis Vergniaud qui est aux manettes là dans le Sud-Est. Et bien sûr, j'oublie pas le groupe historique de Gilles hein, dans le Berry. En tout cas, tout ça, ça montre que cette thématique là du colza associé, elle est fédératrice et qu'elle peut donner lieu à des partenariats fructueux. Alors justement, hein, on souhaite hein, que ce partenariat dans le Sud-Ouest soit fructueux. On souhaite produire des livrables. Alors voilà ce qu'on a décidé au sein de ce groupe en termes de production collective. Alors le principal livrable pour l'instant, je dirais, ça va être la création de fiches. Alors des fiches qui vont décrire des itinéraires techniques d'agriculteurs suivis par chaque structure, puisque chaque structure s'est engagée à suivre des agriculteurs pionniers sur la pratique du colza associé. Et donc, on va avoir hein, ces fiches qui vont certes décrire comment les agriculteurs s'y sont pris pour mener leur colza associé, pour favoriser la réussite de leur colza associé. Et surtout, on va aussi donner une place prioritaire aux agriculteurs. Le but, c'est bien de faire une fiche dans le mode des agriculteurs par aux agriculteurs. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi l'agriculteur en est venu à cette pratique, ce qu'il en attend et ce qu'il observe en termes de bénéfices obtenus pour son colza et son système de culture. On va aussi faire une synthèse hein, des suivis qui sont réalisés par les structures partenaires. Donc le but là, c'est d'expliquer comment les agriculteurs du Sud-Ouest s'y prennent pour favoriser donc la réussite du colza associé. Donc on va essayer de faire ça par grands compartiments de l'itinéraire technique, donc l'implantation, le désherbage, la lutte contre les insectes. Et puis on va mettre tout ça sous forme d'un recueil avec l'objectif hein, de le rendre disponible par le plus grand nombre de conseillers et d'agriculteurs possible, donc avec une diffusion sur Internet, ça sera pour 2021. Donc tout ça, c'est en cours de réalisation et on espère produire ces fiches, publier ces fiches, les diffuser très vite. Alors on a d'autres livrables hein, qui sont d'ores et déjà produits par le groupe, donc des articles de presse qui décrivent un peu l'activité et nos travaux, et puis bon, bien sûr, l'évocation du groupe des travaux lors de réunions, de journées techniques, comme c'est le cas aujourd'hui. On a des travaux engagés aussi, qui donneront certainement lieu à d'autres types de production. Alors, je voulais citer l'exemple d'un suivi qui a été engagé suite à une sollicitation de BASF, donc BASF qui travaille sur des petits insectes qui sont assez intéressants parce que ce sont des parasitoïdes de plus gros insectes qui nous embêtent beaucoup, que sont la grosse altise et le charançon du bourgeon terminal. En fait, ces petits parasitoïdes ont la faculté de pondre dans les larves de grosse altise et les larves de charançon du bourgeon terminal. Et donc, l'hypothèse mise en avant par BASF, c'est que l'association de légumineuses au colza favorise ou favoriserait
ce développement et le cycle de ces parasitoïdes. Donc on a un site expérimental qui a été mis en place au sein du réseau et qui contribuera, qui amènera de la matière à réflexion à ce sujet, bon, qui est un sujet encore à l'état de recherche fondamentale, on va dire, mais voilà, qui pourra alimenter cette piste-là, hein, de lutte contre nos coléoptères d'automne qui nous embêtent tant. Autre chose engagée aussi dans le réseau, c'est l'implication d'agriculteurs. Donc c'est déjà le cas, puisque comme je vous l'ai dit, on s'appuie sur un réseau d'agriculteurs pionniers et de parcelles pilotes. Donc ces agriculteurs sont impliqués dans les réflexions. Notamment, on a un groupe WhatsApp dans lequel ils sont présents. Et puis on souhaite encore plus impliquer les agriculteurs avec la perspective d'organisation, d'une journée dédiée aux colzas associés, et qui se fera bien sûr en s'appuyant sur l'expérience de nos agriculteurs pionniers. Et puis on a des suivis plus spécifiques qui sont engagés dans le groupe, qui répondent à des questions soulevées par le groupe. Alors justement, hein, une question qui est posée, hein, par plusieurs membres du groupe, c'est finalement, est-ce qu'on peut agir avec les plantes compagnes sur les insectes adultes? Alors, je rappelle, hein, et puis Gilles en a parlé tout à l'heure, que nos travaux ont montré chez Terra Innovia qu'on avait une action des plantes compagnes sur les larves d'insectes. Mais là, la question, c'est bien, est-ce qu'on peut avoir une action contre les insectes adultes? Alors, c'est une question, bien sûr, qui intéresse tout le groupe, mais particulièrement les producteurs de colza semences. Alors, ça me permet de rappeler que dans le sud-ouest, on a 7500 hectares de colza semences, donc c'est des chiffres qui m'ont été donnés par l'ANAMSO que je remercie. Donc, avec des producteurs qui sont contraints à des semis tardifs, et en tout cas pas avant début septembre, et donc des colzas qui n'atteignent pas les 4 feuilles avant l'arrivée des altises. Mais ça intéresse aussi les producteurs de colza bio, chez qui, bien sûr, il n'y a pas de plan B, en tout cas de possibilité de lutte chimique contre les grosses altises. Alors, vous allez voir apparaître deux parcelles, hein, qui ont été suivies dans le réseau, dans le groupe. Donc, à gauche, en production de semences, l'idée, là, c'est de semer la féverolle en anticipation par rapport aux colza semences. Donc là, vous avez une parcelle avec des bandes comparatives. Donc le compromis à trouver, hein, bien sûr, c'est d'avoir une féverolle qui soit suffisamment développée pour occasionner une gêne dans l'activité des grosses altises, mais qui ne soit pas concurrentielle du colza. Voilà, donc ça c'est une piste d'observation et de recherche dans le groupe. Et puis autre parcelle, autre type de pratique, donc en agriculture biologique. Donc vous avez, donc ça c'est une parcelle qui est suivie cette année. La photo du haut, un colza associé à du sarrasin. Donc visuellement, effectivement, on a du mal à voir le colza, mais il est bien là. La preuve, sur la même parcelle, hein, vous avez sur la photo du bas, une photo que m'a envoyé l'agriculteur, donc le 15 novembre, le colza qui est biné, et puis les premières actions du froid. Et donc, on a le colza qui réapparaît, et donc on aura un suivi qui sera fait sur l'activité des insectes, des grosses altises adultes, parce que c'est bien ça qui est visé sur cette parcelle. Autre piste étudiée, c'est un autre service, hein, qui est recherché avec l'association de légumineuses. Donc là, on n'est plus sur des légumineuses pérennes, et Michael l'a très bien évoqué tout à l'heure, hein. Donc là, la photo que vous voyez, donc la photo centrale, elle provient de la plateforme expérimentale CIPRE dans le Lauragais, où le colza, bon, il s'associe à de la lentille, mais aussi à du trèfle violet. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre, c'est ce qu'a dit Michael, donc c'est pour que le trèfle violet lève, s'installe sous le colza, et puis surtout qu'il se développe après la récolte pour constituer une couverture estivale du sol, et dans laquelle, comme on l'a vu tout à l'heure, on pourra envisager un semi-direct du blé suivant. Et ici, donc, on a bien un couvert associé qui doit contribuer à la lutte contre l'érosion des sols, donc qui est un des principaux enjeux qui est poursuivi sur la plateforme expérimentale CIPRE, et qui correspond aussi à un enjeu majeur, hein, l'érosion des sols. C'est un fléau par ici, donc c'est un enjeu majeur sur notre territoire. Alors, je vous propose de rester sur la thématique de la couverture des sols en évoquant des travaux qui sont menés depuis 2 ans maintenant
avec la coopérative Agrodoc. Alors, ces travaux sont menés au sein du projet outillage que Stéphane évoquait tout à l'heure, et vous connaissez bien désormais une des premières réalisations du projet outillage, hein, le tableau de bord colza robuste. Donc, dans le sud-ouest, et donc dans le cadre de ce partenariat avec Agrodoc et des travaux qu'on a menés avec Agrodoc, donc nous avons construit, sachant que cette construction touche à sa fin aujourd'hui, donc nous avons construit un tableau de bord consacré à la réussite du tournesol en agriculture de conservation. Alors, pour expliquer un petit peu, hein, c'est un tournesol qui est mené chez des agriculteurs qui sont allés vers une simplification du travail du sol et la mise en œuvre de couverts. Et dans le sud-ouest, hein, notamment, on a des couverts qui sont des couverts hivernaux, avec des couverts mis en place dans l'interculture qui précède le tournesol à l'automne et qui vont rester tout l'hiver et qui seront détruits à la toute fin de l'hiver, voire au tout début du printemps. Alors on travaille, alors je vais faire apparaître l'ensemble des points pour que ce soit plus facile à suivre. Donc on travaille avec un groupe d'agriculteurs qui est animé par Agrodoc, qui est localisé dans le nord du département du Gers, vous avez le visuel là. Alors on est dans un contexte de sol argilo-calcaire, des coteaux, et par conséquent l'enjeu érosion y est très fort. Et donc ça a conduit les agriculteurs à s'intéresser très tôt au levier qui pouvait les aider par rapport à ce risque érosion, donc le non-labour, le semi-direct, les couverts végétaux en particulier. Et alors, mettant en œuvre ces pratiques, assez vite, une autre problématique a émergé, à savoir la réussite du tournesol. Alors, je vais aller caricaturer un petit peu et aller trop vite, mais on va dire que le problème principal, c'était la nécessité de gérer ce couvert végétal en sortie d'hiver, et sur des sols argileux, et surtout en conditions humides, avec des fins d'hiver ou des printemps humides, ce type d'opération, d'intervention, peut porter préjudice à la culture suivante en détériorant la structure du sol. Alors, des pistes, c'est ce qui est sur la diapo, là, entre 2013 et 2017, donc des pistes techniques ont été testées, même ont été éprouvées par Agrodoc. Donc, il y a eu un travail qui a été fait sur le travail du sol, sur les enchaînements de culture, sur aussi la façon de reprendre les couverts à la sortie de l'hiver. Et puis, en 2018, la suite logique de ces travaux a été de travailler à la mise en œuvre d'outils, finalement, pour accompagner les agriculteurs dans l'intégration de la couverture de sol et bien sûr, le fait de favoriser la réussite du tournesol dans ce mode de culture qui est l'agriculture de conservation des sols. Et donc, c'est ce que nous faisons, la mise en œuvre d'outils et le test d'outils, c'est ce que nous faisons en collaboration avec Agrodoc dans le projet outillage. Alors, comment on s'y prend? Alors, dans un premier temps, simplement, je dirais, en écoutant les agriculteurs, donc en échangeant beaucoup avec eux sur des créneaux vraiment dédiés à ça, donc des entretiens, ce qu'on appelle des entretiens semi-directifs. Alors, le tableau de bord, un mot sur le tableau de bord, Gilles l'a très bien expliqué tout à l'heure, c'est un outil qui s'appuie avant tout sur les objectifs et les attentes des agriculteurs. Et on parle d'objectifs et attentes en termes de réussite des cultures. C'est qu'est-ce qui fait, comment tu définis une culture réussie. Autrement dit, on est à l'inverse du schéma descendant qu'on a vu tout à l'heure en introduction. On n'arrive pas du tout avec des pratiques clés en main ou avec des recettes de cuisine. Là, c'est vraiment l'inverse. Le point de départ, c'est ce à quoi le producteur veut arriver qui caractérise la réussite du tournesol. Donc, on va appeler ça les résultats attendus. Ensuite, donc toujours dans ce premier round d'échange avec les agriculteurs, on va identifier les étapes intermédiaires, les points de passage très importants à franchir pour contribuer à l'atteinte du résultat final. Donc ces étapes intermédiaires, ces points de passage, on va appeler ça donc justement les états intermédiaires. Et enfin, toujours dans ce premier moment d'échange, d'écoute de l'agriculteur, et donc je répète que c'est vraiment que toute la matière qui va servir à construire le tableau de bord et à construire cet outil d'accompagnement, elle est obtenue
par les agriculteurs eux-mêmes finalement, et bien sûr en injectant aussi l'expertise des conseillers, bien entendu. Donc, toujours dans cette première étape, on va définir les indicateurs qui nous permettront d'évaluer si oui ou non ces états intermédiaires sont atteints ou pas. Voilà, j'ai un petit problème avec mon écran, mais c'est bon, ça a été réglé. Ensuite, donc ça a été fait au cours de l'été 2018. Ensuite, on a enchaîné par, une fois qu'on avait identifié ces états intermédiaires, ces résultats attendus, on les a mis en lien les uns les autres pour établir une stratégie de projet des agriculteurs, autrement dit, construire, créer le tableau de bord. Donc ça, bien sûr, on l'a fait avec des échanges réguliers avec les agriculteurs pour voir s'ils se retrouvaient dans ce qu'on faisait. Ensuite, la troisième étape, ça a été l'observation des parcelles pour alimenter les tableaux de bord. Je vous ai dit, les tableaux de bord, c'est des états clés qui sont définis par des indicateurs, et donc il faut bien obtenir les données sur le terrain pour savoir si l'indicateur est positif ou pas. Donc ça, c'est un travail très important qui a été accompli surtout par Marie-Josée Blasian de la coopérative Agrodoc, qui a passé la campagne 2019 à collecter ces informations. Et pour collecter les informations, ça nous a aussi amené à tester des outils d'observation, des outils d'évaluation qu'on voulait très simples, puisqu'il faut aussi que l'agriculteur puisse le faire par lui-même. Et enfin, donc, la dernière phase, c'est une phase d'évaluation collective, où là, on utilise le tableau de bord comme un outil d'analyse à froid des résultats. Donc on reprend les résultats de l'année, on voit ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et bien sûr ça engage des débats très très riches dans le groupe, et ça permet de se projeter sur les prochaines campagnes. Alors voilà, voilà le résultat. Mathieu, juste une précision, il te reste 5 petites minutes. Ouais, d'accord, allez, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc vous voyez le résultat, vous voyez les états clés qui apparaissent. Donc bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail des états clés. On n'a du coup pas le temps et ça pourra faire l'objet de, bien sûr, d'autres exposés ou d'autres publications. Simplement, je peux montrer l'exemple d'un état clé pour bien comprendre comment ça marche. Donc, par exemple, pour l'état clé lit de semences prêt à semer, pour savoir si l'état clé a été accompli, atteint par l'agriculteur, eh bien, on se base sur des indicateurs que vous avez là. Et selon l'état de surface, donc on va regarder la proportion de terres grumeleuses et de mottes, selon la destruction des graminées, si elle est totale ou au contraire si des graminées ont toujours des racines ancrées dans le sol, selon l'état de destruction du couvert, eh bien, ces indicateurs la synthèse de ces indicateurs vont nous dire si oui ou non l'état clé a été atteint. Alors, comme vous le voyez, le carrossage final de ce tableau de bord reste encore à réaliser, donc on espère pouvoir bientôt le publier, donc à l'instar de ce qui a été fait il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant avec le colza robuste. Et je profite aussi de cette occasion pour dire que dans le projet outillage, un des livrables essentiels qu'on se fixe, un des challenges essentiels qu'on a pour le projet outillage, c'est de diffuser une méthode pour construire ses propres tableaux de bord. C'est-à-dire qu'on pourra partir d'une thématique d'intérêt d'un groupe d'agriculteurs et, pas à pas, procéder à la construction du tableau de bord de cet outil d'accompagnement. Alors, juste une diapo, parce que forcément, vous vous demandez certainement, même si Gilles vous a apporté des réponses tout à l'heure, mais vous vous demandez certainement, et les pratiques mises en œuvre par les agriculteurs dans tout ça, mais justement, le tableau de bord, il a ce but-là, c'est-à-dire d'évaluer si, oui ou non, une pratique testée par un agriculteur va dans le bon sens, donc c'est-à-dire l'atteinte des états clés. Et c'est tout le travail que nous menons avec un réseau d'agriculteurs qui est animé dans le cadre du projet CIPRE dans le Lauragais, en particulier avec ces agriculteurs, donc des agriculteurs qui
qui ont intégré la couverture des sols dans leur système, qui font des couverts végétaux avant le tournesol. Donc on se pose la question de l'obtention, pour toujours reprendre ce même exemple, hein, d'un lit de semences prêt à semer avec les 3 indicateurs que je vous ai présentés tout à l'heure. Et voilà le type de travaux qu'on mène avec ce groupe. Et donc on compare des modes de destruction des couverts végétaux. Donc là, vous avez plusieurs façons hein, de détruire les couverts végétaux qui ont été testés avec des rouleaux hacheurs, des rouleaux lourds, une herse rotative. On s'intéresse aussi à la qualité structurale du sol au semis, hein, donc avec des tests, là un test bêche qui est réalisé au semis, donc pour voir l'impact des différentes opérations de destruction des couverts et de reprise du sol sur la structure. Et puis, on compare aussi des façons de préparer le lit de semences avec notamment cet objectif de destruction des graminées, parce qu'un des principaux problèmes qu'on a sur nos couverts hivernaux, c'est le salissement par les graminées, en particulier le raies-gras. Et donc là, j'ai mis l'exemple d'une observation qui a été réalisée chez un agriculteur qui a essayé donc une destruction avec cet outil-là qui est un déchômeur à disque indépendant avec un rouleau hacheur à l'avant. Et donc, on voyait des effets intéressants sur des zones peu infestées en raies-gras où le résultat était satisfaisant, versus sur des zones un peu plus infestées, on avait toujours des raies-gras qui étaient enracinés. Voilà, donc j'arrive au terme quasiment de ma présentation, simplement pour vous dire que un autre état clé qu'on regarde de près, c'est donc le sol protégé en surface, parce que c'est un truc que je voulais dire aussi, hein, c'est le tableau de bord que je vous ai présenté, il est vraiment propre au contexte de l'étude, c'est-à-dire on est bien en agriculture de conservation sur des sols argileux, de coteaux, dans le sud-ouest, et pour les agriculteurs de ce groupe, un tournesol réussi, c'est aussi un tournesol qui permet de limiter les dégâts d'érosion. Voilà, donc on a des démos qui sont réalisées. Donc là, la photo de gauche, c'est un semi-direct de tournesol dans de la féverole qui a été fait, donc réalisé en 2019. Donc sachant que sur cette même parcelle, il y avait des bandes avec des destructions de couverts plus classiques, on va dire. Donc ça a permis de comparer. Et puis là, c'est une photo de drone qui a été prise en 2019 aussi, avec une parcelle sur le haut de la photo. Donc on est au 14 mai, donc le tournesol vient d'être semé, ou est sur ses tout premiers stades. Donc on a ici la parcelle avec couvert, et en bas la parcelle sans couvert où on voit des dégâts d'érosion. Voilà, donc j'en termine là. Juste, voilà, la conclusion, c'est en fait, pour résumer, on teste plusieurs modes d'accompagnement qui sont très complémentaires. Donc le partage d'expérience, avec la volonté de créer des dynamiques locales en faisant donc la preuve par l'exemple de proximité. Voilà, et puis on teste aussi des outils, des méthodes d'accompagnement sur des questions complexes. Tout ça dans le but de favoriser l'évolution et la transition agroécologique, on va dire, des systèmes de culture. Merci Mathieu. Tu nous présentes la diapo Cap Agronomie. Ouais. Comme tu veux prendre déjà quelques questions. Il y a une question de compréhension, si tu préfères, là. Comme tu veux, Stéphane. Alors, ce qu'on va faire, je peux présenter la diapo de Cap Agro, comme ça, si ça soulève des questions, on pourra y répondre ensemble après. Alors oui, Cap Agronomie. Alors, ouais, donc ce matin, donc avec Stéphane, Gilles, Michael, on souhaitait vraiment vous donner un aperçu de l'investissement qui est fort depuis plusieurs années maintenant, de Terre Innovia dans l'accompagnement des agriculteurs. Donc, vous l'avez vu, on travaille à la construction de méthodes d'accompagnement et on les teste grandeur nature, toujours en partenariat avec des organismes de développement et surtout avec les agriculteurs. Donc ça nous a permis d'avoir une expérience, un recul qui, assez naturellement, nous ont amenés à construire et puis désormais à proposer une démarche de raisonnement agronomique. Alors une démarche de A à Z qui va démarrer par la bonne compréhension de ce que veut l'agriculteur, de ses attentes, de ses objectifs, et qui se poursuit après par un suivi qui est mené de façon très pratique,
par le binôme conseiller agriculteur et parcelle par parcelle, donc ça c'est un point important aussi, sur ce que nous on considère comme étant des fondamentaux, c'est-à-dire la fertilité des sols et l'implantation des cultures. Donc la plupart des outils dont on vous a parlé ce matin, plus d'autres bien sûr, on les a injectés dans cette démarche, donc qui est Cap Agronomie, dont le but est vraiment de donner un cadre et des outils aux agriculteurs pour qu'ils puissent accomplir cette boucle d'amélioration continue, qu'ils puissent tout d'abord imaginer, concevoir des pratiques nouvelles, une évolution de système, tester, évaluer et puis décider. Voilà, cette boucle d'amélioration continue et cette fameuse évolution pas à pas. Alors, cette démarche, donc Cap Agronomie, elle a un schéma qui prévoit, donc, comme tu le disais Stéphane, la formation des conseillers à cette méthode, mais aussi par la suite un appui de l'Institut aux conseillers. C'est-à-dire que Terre Innovia va former les conseillers et surtout va assurer une forme de service après-vente, hein, si je peux m'exprimer ainsi, en apportant donc des outils, de l'expertise et en assurant donc cette mise en réseau des conseillers. Et bien sûr, ce sont les conseillers eux-mêmes hein, qui accompagneront les agriculteurs en déployant la démarche dans les exploitations, avec un travail qui sera fait surtout à l'échelle individuelle, puisque c'est un accompagnement individuel, mais aussi à l'échelle collective. Dans notre méthode, on prévoit des moments de collectif, en particulier pour les phases de conception ou les phases d'évaluation des pratiques nouvelles, parce qu'on sait que ces phases-là, quand on le fait en collectif, de suite, ça prend une autre dimension et ça prend une autre puissance. Et puis, pour finir, une démarche innovante, parce que, ben, voilà, je pense que la preuve a été faite ce matin, on fait tout pour que l'agriculteur et l'agronomie soient au centre des décisions. Voilà, pour que les systèmes de culture, donc, qui est l'outil de travail numéro 1 de l'agriculteur, puissent être de plus en plus performants. Et ça, je dirais, et Michael l'a bien dit, hein, en bonne harmonie avec on ne va pas forcer les choses, qu'on ne va pas dire, et c'est ce système de culture qu'il faut, on est en harmonie avec un contexte d'exploitation et aussi avec des objectifs d'agriculteur. Voilà, donc vous êtes sûrement plusieurs à connaître Cap Agronomie parce qu'on en a parlé, on a échangé avec des structures un peu partout en France déjà. Et si vous voulez obtenir plus d'informations, vous avez sur cette diapositive les contacts de nos responsables de services développement en région qui pourront voilà, vous répondre et vous donner toutes les informations sur Cap Agronomie. Merci Mathieu. Il nous reste quelques minutes. Donc, comme je te disais, il y a une question de compréhension dans le chat. Du coup, ça veut dire que n'hésitez pas si vous reste quelques questions en tête, à les partager maintenant sur la présentation de Mathieu, sur la présentation sur la démarche, le service Cap Agronomie ou plus largement, n'hésitez pas. Et du coup, donc Mathieu, je te pose cette question de compréhension là sur le suivi parasitoïde de BASF. Est-ce que ça va plutôt, est-ce que c'est plutôt le colza associé, l'effet du colza associé est plutôt négatif, c'est-à-dire il induit plutôt un développement gros altis charançon, ou plutôt l'inverse? Est-ce que tu peux repréciser? Ouais, donc là, l'hypothèse, c'est que le colza, l'association de légumineuses, enfin voilà, ce qui doit être vérifié et observé, c'est est-ce que finalement l'association de légumineuses peut favoriser l'activité de ces insectes parasitoïdes. Alors, donc ce sont des petits hyménoptères là qui viennent pondre dans les larves de grosses altis et de CBT, et donc qui vont faire en sorte qu'il y ait moins d'éclosion, on va dire, la campagne d'après. Donc c'est bien, normalement, ce qui est l'hypothèse en tout cas avancée, c'est qu'il y a un effet positif de l'association de légumineuses sur l'activité de ces parasitoïdes de nos insectes d'automne. Ok, et c'est peut-être l'occasion de rappeler que du coup à Terre Innovia on travaille aussi sur un autre réseau, un nouveau réseau que pilote Michael d'ailleurs dans Lyon, qui s'appelle R2D2, sur donc un travail avec un peu plus d'une dizaine d'agriculteurs sur justement comment favoriser les insectes auxiliaires et notamment ces parasitoïdes. Et cette fois-ci en travaillant avec les agriculteurs à l'échelle du territoire, puisque
Là, l'idée, c'est de pouvoir dépasser un peu la parcelle, hein, puisque c'est des insectes qui se dispersent pas mal, et donc il y a besoin aussi de changer d'échelle et de parler paysage. Et donc voilà, on suit un groupe d'agriculteurs sur ce thème-là. J'ai pas de nouvelles questions, donc si voilà, n'hésitez pas à en remettre quelques-unes si vous souhaitez. Du coup, je pense qu'on va pouvoir conclure. Véronique, je te laisse la main pour conclure. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette session sur un thème qui nous tient beaucoup à cœur. Merci Stéphane. Merci aussi également à tous de votre participation. Vous avez été assez nombreux à vous connecter et à échanger sur les différents sujets. Je voulais vous informer qu'en fin de journée, les personnes qui se sont inscrites recevront un mail avec un lien pour répondre à quelques questions, pour connaître votre satisfaction sur ce webinaire, et également pour accéder au support présenté et au replay de la session. Les lives des rencontres techniques de Terrinovia se terminent aujourd'hui. Elles ont rassemblé près de 3000 participants sur l'ensemble des 17 sessions proposées depuis un mois. Donc, n'oubliez pas que vous avez accès à tous les supports présentés et au replay de la totalité des sessions de façon gratuite à partir de notre site internet de Terrinovia, donc dans la page Actu. Donc, merci à tous et à bientôt. Au revoir.